Bonjour à tous, invités d'exception, j'ai envie de dire. En plus, c'est rare. Dans l'émission, on ne reçoit pas beaucoup de femmes, c'est une réalité. C'est la C'est pas faute de qu'on est Mika. misogyne. Non, pas du tout. C'est juste qu'il n'y a pas beaucoup de femmes, de filles qui performent en MMA en France et qui sont à l'aise pour donner des interviews. En tout cas, aujourd'hui, on va vous présenter, pour ceux qui ne connaissent pas, Il a oublié ton prénom. Alexandra Tekena. Non, Ah, non, 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 ça pas du va, tout. ça C'est va. parce que j'avais pas envie de faire d'erreur sur notre famille et surtout sur son surnom, c'est l'animal, il me semble. Alors, tu confirmeras. Je te laisse te présenter un peu et ensuite je présente ton palmarès. Bah, salut tout le monde. Donc, ouais, Alexandra Tekena. Je suis combattante de MMA, donc comme Mika a dit. J'ai combattu au RS. Je pense que c'est ça dont on va parler. Maintenant, je combats chez Hexagone. Et je suis à 6-2 avec 58e sur Fight Matrix et deuxième FR, derrière Manon. Donc, un palmarès de Sur... 6-2, donc au total 8 combats. Et Mm. ton premier combat professionnel, tu l'as fait lors de Ares 3 et t'étais à 0-0. Donc, en fait, t'as été Ouais, vraiment formé chez Ares, quoi. ouais, tout depuis le début. Ouais, Je c'est un. fais. Bah, non, vas-y, je t'en prie. Donc, je disais, Alexandra Tekena, bah, comme vous l'avez spoilé un peu, c'est 8 combats au Ares. Donc, c'est un pur produit du Ares. Tu as été, entre guillemets, la première star du Ares chez les femmes. Tu es vite monté en puissance, notamment parce que tu as fini ton premier combat au RS avec un overhand, je me souviens encore, contre Iris Marmouzet. Derrière, tu as enchaîné une deuxième victoire. Ensuite, tu as connu ta première défaite face à Ivana Petrovic. Ensuite, tu as re-signé une série de victoires avec un choc franco-français contre Yoni. On aime toujours ça. Et derrière, malheureusement, quand on te propose la ceinture du Ares, contre Shadi Menezes, tu t'inclines au troisième round après avoir mené le premier et le deuxième round, mais tu te refais étrangler, entre guillemets, au troisième round. Et derrière, tu resignes une nouvelle victoire en signant un TKO sur une succession de kicks. Tu as fait un gros travail de sape au premier et deuxième round. Et depuis, ton aventure au Ares s'est terminée. Ton dernier combat date du 14 février 2025. Donc, une mauvaise Saint-Valentin pour toi et le Ares. Et rupture, j'ai envie de dire rupture consommée avec le Ares. Et voilà. Après, ce qu'on peut peut-être dire quand même, c'est sur les faits que tu as fait en carrière, c'est contre des filles qui ont signé à l'UFC depuis, même si elles n'ont pas, entre guillemets, performé de dingue à l'UFC. Je pense à Ivana Petrovic qui a fait 4 combats à l'UFC pour une victoire et 3 défaites. Et je pense à, comment dirais-je, à l'autre fille, Jadi Menezes, qui, elle, devrait combattre au Ares contre Eleni Moissidou et qui est une ancienne fille qui a fait le Glory et tout. Donc, c'est des filles qui ont T'es des gros, solide, ouais. gros palmarès. Mm. Voilà. Ouais, Je ne c'est sais ça. pas si C'est ça. Et la présentation te plaît, mais voilà ce qu'on présente. elle était impeccable. Et surtout, il y a personne, tu sais, parce que tu parlais du RS qui a autant combattu. Il y a personne qui a fait 8 fights là-bas, il me semble. Donc, c'est vrai que la manière dont ça s'est terminé, c'était assez surprenant. Surtout que avant que ça se termine, il m'avait re-signé en fait. Il m'avait re-signé avant la fin de mon contrat. Donc, mais Alors après, voilà, ouais, ce que je te propose, c'est après, on reviendra évidemment sur l'épisode du ouais. Ares, mais pour éviter d'essentialiser, on va dire, tout ton parcours, tout ce que tu fais, ce que tu as envie de faire, etc. Je te propose déjà de dire où tu en es aujourd'hui, tes objectifs et ta signature avec l'Hexagone, et ensuite on reviendra sur le pourquoi, du comment ou les explications de la rupture avec le Ares. Ouais, du coup là, là, je suis donc chez Hexagone. La transition s'est très bien passée. Bah déjà, j'y vais direct. Je vais aller chercher la ceinture contre Talita Suarez, qui est en plus 41e au classement. Donc c'est très intéressant parce que devant elle, bah il y a pas beaucoup de filles qui sont en dehors de l'UFC ou dans le haut du tableau du PFL. Donc ça c'est très 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 cool. En plus, c'est quand même pour moi, c'est l'orga qui monte en puissance en France. En plus, elle a une volonté de développer en Europe, donc c'est très cool. Avant de signer là-bas, bah, il y avait d'autres possibilités, d'autres orgas.
Et c'est vrai que ça peut paraître surprenant qu'on n'ait pas choisi d'autres orgas européennes, un peu plus entre guillemets grosses. Mais il y a une volonté encore à faire une année, on va dire, en France, à prendre la ceinture, parce que je suis très... Bah, après, tous les combattants ont le même objectif d'aller dans la grande orga, il faut pas diminuer les autres. Mais c'est vrai que il me reste techniquement un an, en fait, pour prétendre à aller chercher cette grande orga. Et les autres orgas, ça aurait pas été intéressant dans ce but-là, quoi. Et là, pour le coup, j'ai un bon fight, j'ai un adversaire très dur, très très dur, donc je pense à faire un très beau fight. Euh, et en plus, dans un cadre assez cool, quoi. Et j'ai volonté, en fait, d'être très actif, tu vois, cette année. Donc, Hexagone me donne cette opportunité, il me donne cette occasion, et pour le coup, voilà où j'en suis, quoi. Et la C'est date, la elle troisième est. chance à une ceinture. Ouais. Ouais. Non, vas-y, finis. Bah non, je disais c'est une troisième chance à une ceinture. Si je me fais étrangler, ça va me foutre un sacré Sam, je t'avoue. Ah, c'est En tout normal. cas, mais faut pas croire qu'on travaille pas là-dessus, hein. Même si les deux issues ont été similaires, les deux issues négatives, on travaille énormément là-dessus et sur tout ce qu'il y a autour. Juste- Mais ouais, pour la Justement, date, c'est 29 août. on reviendra là-dessus justement parce que nous, d'un point de vue évidemment en tant que consultant ou commentateur ou spectateur, je sais pas, Mm. c'est vrai qu'on n'a pas vu forcément une grosse amélioration au niveau du sol, mais justement, tu nous en parleras et tu démentiras ce qu'on a pu dire ou penser. Mais par contre, je revenais sur l'Hexagone et c'est important de le souligner, l'Hexagone, parce qu'on en fait souvent la critique avec KB sur la communication, etc., sur la manière dont il communique. Et il y a quelque chose auquel on est passé au travers, IB. Il y a Laurent Salvaudon qui a signé avec l'Hexagone, qui même, je pense, intègre les équipes, pas en tant que salarié ou prestataire, mais qui fait partie maintenant du noyau, donc je ne sais pas dans quelle dimension, mais en tout cas, il va s'occuper de la stratégie communication, etc. C'est lui qui, notamment, avait impulsé sur les films. Enfin, il a vraiment Et même participé à l'évolution de sur celui qui a RMC. fait aussi la chaîne RMC Twitch, c'est parti de lui. En fait, tout ce qui s'est Ouais. développé par la Donc, suite. c'est quand même un des gars qui a développé le MMA en France, notamment par le biais des médias, et il rejoint donc la direction Hexagone MMA. Et ça, c'est une information à laquelle on est passé un peu à côté, et c'est important de le souligner. Donc, effectivement, je pense que l'Hexagone s'entoure des bonnes personnes. Et je tenais aussi à dire que c'était assez incroyable parce que sur l'année 2025, ils vont organiser 15 fois. Et sur ces 15 éditions, il y en a 3 en Europe, une en Hongrie qui est déjà passée, une aux Pays-Bas qui est déjà passée et une qui va arriver la semaine prochaine en Belgique. Donc ça aussi, je tenais à le souligner. Et la dernière chose que je souligne, c'est qu'ils continuent leur best-seller. Pour moi, leur best-seller, c'est quand ils organisent à Orange, dans le théâtre antique. Je trouve que c'est vraiment Mhm. leur plus bel événement, en tout cas de manière show. C'est le plus bel événement de l'année. Et voilà, comme on les critique souvent et que ça peut paraître On dit parfois aussi les bonnes choses. On injustifié, dit aussi les bonnes choses. voilà, exactement. Et je tenais à souligner l'année assez exceptionnelle qu'ils font en Mais, 2025. mais c'est bien, en fait, ça fait tourner le roadster parce qu'on sait que lorsque tu as une organisation et qu'il n'y a pas assez d'événements, mais parfois tu te retrouves avec des combattants qui n'ont pas combattu pendant 8 9 mois, voire un an. Là, le fait d'avoir 15 événements à l'année, bah, ça te permet de faire tourner le roadster. En plus, on sait qu'il y a de plus en plus d'athlètes français qui rejoignent les rangs d'Hexagone, bah, comme Tekena, par exemple. Donc, c'est une bonne chose. Et bien sûr, quand c'est mal, on le dit. Quand c'est bien, on le dit. Quand c'est moyen, on le dit aussi. Exactement. Et donc, toi, tu as déjà ton adversaire, c'est Talita Suarez. Donc, tu l'as dit. Et est-ce que tu sais quand est-ce que tu vas l'affronter ou tu n'as pas encore la date? Si, si, ça va être le 29 août au Sable d'Olonne. Donc, la prépa, elle a déjà commencé. Bah, ça fait un mois à peu près. Donc, c'est une longue prépa. Donc, ça permet de vraiment travailler sur le fond, quoi. Et c'est quelqu'un qui est très percutant, qui finit ses combats. Sachant qu'on a 5 x 5 pour s'exprimer, je pense que ça va être. Je pense pas que le combat va aller à la décision, que ça sera d'un côté ou de l'autre. Et si ça va à la décision, je pense que ça sera une sacrée guerre. Donc ouais, on se prépare très durement avec Johnny, avec toute l'équipe. Donc j'ai hâte d'y être, quoi. Et c'est parce que les Sables d'Olonne, si je me trompe pas, c'est en Charente-Maritime, mais je vois pas Mhm. comment dire, quel stade ça peut être ou quel.
parce que les Sables d'Olonne, c'est plus une région qui est connue en été, quoi, pendant les périodes estivales, parce que, Bah, ouais, j'ai cru voir que il y a une arena là-bas, ouais, sûrement, mais parce que c'est pas très loin de Nantes, hein, Ouais. au final, les Sables Mm. d'Olonne. Enfin, j'espère ne pas me tromper, mais il me semble que c'est pas très loin de Nantes. Mais Ah, bon, je peux pas là, t'aider sur ça, Mika. Ouais, voilà. Et justement, Tekena, nous, on te suit, parce que c'est vrai que nous, le ARS, c'est quand même une orga sur laquelle, pendant longtemps, moi, j'ai vraiment pris plaisir à regarder les événements du ARS et je continue, hein, même si les événements, je trouve parfois, peut-être qu'ils ont perdu un peu en qualité, mais je trouve quand même que c'est une belle orga. Et nous, on a suivi un peu ton parcours. Et en 3 ans, tu as quand même marqué un peu l'histoire de cette organisation. Et est-ce que c'est une page qui est définitivement fermée et est-ce que justement, tu n'as pas la volonté de te dire, bah maintenant, j'écris un nouveau chapitre avec l'Hexagone et puis le reste, c'est derrière moi? Ou est-ce que tu as encore un peu de rancœur? La rancœur sur la manière dont ça s'est fait, oui. Vis-à-vis des vrais, enfin, on va dire des éléments humains qui composent le RS avec qui tu communiques et tout, j'ai rien, tu vois, j'ai que de la bienveillance et l'envie que justement que ça réussisse. Surtout pour les combattants, en fait, pour moi, ce qui est très important, c'est les combattants au sein de l'organisation. Et c'est une belle orga, quoi qu'on Et en pas- dise. Exactement. Mais Parce que tu sais, tu vois, moi, je pense à... Ouais? non, non, vas-y, on est en décalé, c'est pour ça, je suis désolé. Ah, non, t'inquiète pas. En fait, tu vois, je pensais à des personnes comme... ah bah mince, j'ai perdu Camille, tu vois, La à cofondatrice. des personnes qui composent, ouais, qui composent le staff qui sont incroyables. Et d'ailleurs, il y avait une grosse partie qui n'était pas au courant sur le fait que je n'étais plus à Arès. Tu vois, eux, ils l'ont appris par les réseaux, il me semble. Ils n'étaient pas Moi, impliqués j'appelle là-dedans. ça l'équipe des drôles de dames. C'est vrai qu'elles sont gentilles, le staff, Ouais, Camille, vraiment. Julie, Valentine, franchement, c'est top. Elles sont super sympas. Bah, en plus, tu vois, je vais te dire, j'ai une de mes très très bonnes amies maintenant qui est au ARS. J'ai envie que l'orga réussisse pour que les combattants réussissent, tu vois. C'est pas parce qu'il y a eu un petit désaccord et encore, c'est toujours une question de contrat et d'affaires. Faut être assez froid là-dessus. Mais j'ai envie que ça réussisse pour les combattants et pour les personnes que j'apprécie qui y sont, tu vois. Et même pour la France, je trouve que c'est une belle chose, c'est une belle plateforme. Après, c'est dommage, je crois que j'ai vu que c'était plus au. Par exemple, tu vois sur le Fight Pass, Ouais. même si c'était sur 2 événements, c'était affiché, puis miraculeusement, ça avait disparu, juste le jour de l'événement. Mais tu vois, je trouve que c'est des choses qui sont dommages, mais il faut souhaiter le meilleur aux autres, tu vois. Faut pas être médisant sur les belles choses et les belles personnes. Et ils t'ont donné 2 fois ta chance pour le titre. Malheureusement, comme je disais, bah, les Ouais, 2 fois, ça s'est traduit par une mauvaise, entre guillemets, une mauvaise issue dans le sens où tu as perdu, même si tu as su rebondir, on l'a vu. Mais c'est vrai que moi, d'un point de vue extérieur, là, je reviens sur l'œil un peu technicien, j'ai pas senti une Tekena mhm. super différente entre la première défaite et la deuxième, c'est-à-dire que j'ai pas senti une nette amélioration sur les phases de sol et j'ai vu des formes de corps qui, pour moi, montraient que tu n'avais pas forcément travaillé entre le troisième combat et enfin, la première tentative pour aller chercher la ceinture et la deuxième. Bah ouais, c'est normal vu l'issue et vu en plus comment ça s'est déroulé. Faut être honnête, la première fois, c'était tout simplement une erreur technique et un différentiel technique là-dessus. Là, faut être honnête, entre Petrovic et moi. Et sur la deuxième, en fait, je me suis totalement relâché. J'ai cru que le combat était presque terminé. Parce que en fait, à ce moment-là, je tenais mes nécessaires contre la cage et je lui mettais des coups de genou. Et la seule raison pour laquelle elle était debout, c'est qu'elle se tenait sur moi. En fait, elle était affalée sur moi, mais si j'étais pas là, elle tombait. Et j'ai fait une erreur, une grosse erreur en me disant bah ça va et j'ai mis les mains au sol parce qu'elle avait réussi à sortir de la cage. Et à partir de là, en fait, j'ai juste fait ce qu'on appelle de la grosse merde par manque de conscience et par abus de confiance. Donc c'était pas tant une erreur technique là-dessus, même, enfin, je l'ai su dès que ça s'est produit, je me suis dit, purée, mais en fait, t'as fait n'importe quoi par abus de confiance. Mais non, on a beaucoup travaillé. En plus,
Je pense que tu connais mon coach et c'est pas le genre de personne qui va laisser passer ce genre de choses. On travaille énormément, on travaillait aussi énormément avec Eric, le coach de sol, Eric de la Sablière. Euh, mais non, là, c'était purement une erreur d'expérience, je dirais. C'est quand tu penses que tu as gagné et en fait, tu pas gagné tant que le combat n'est pas arrêté, quoi. Plus j'ai appris après coup que l'arbitre était à une seconde d'arrêter le combat parce que mon adversaire ne répondait plus face aux frappes. Mais donc en fait, tu es à une seconde parfois d'une victoire ou comme là, ça s'est passé, bah, tu es à une grosse erreur de confiance de la. Enfin, tu vois, donc après, vis-à-vis de la défaite. Mais non, on travaille énormément, on Ouais, progresse énormément dans toutes les aires. Donc, et ce qui est étonnant, ouais, c'est vrai que tu l'avais dominé et en plus, en quelque sorte, dans son domaine, puisque c'était une ancienne fille qui combattait au Glory, c'est ce que j'expliquais. ouais, championne du Glory, ouais. Et là où tu as fait la différence, c'est debout. Donc, et puis même dans ton dernier combat contre Sabrina Oliveira, tu as remontré à quel point en striking, tu prenais les coups, ça c'est vrai, tu n'es pas la plus hermétique du monde, Ouais. mais tu fais partie de ces Ah rares bah, filles qui n'ont pas peur ça, je d'en peux t'en prendre parler si et tu qui veux. vont à la guerre. Ouais, dis-moi. Bah, en fait, on savait pas, on connaissait pas son allonge avant le combat. Et on se disait, bah, on allait la boxer au bout de mon allonge parce qu'elle faisait 1m62, j'étais plus grande. Bah, tu sais, tu penses plus grande allonge. Et, euh, et je me prenais, quand je voulais la garder au bout de mon allonge, en fait, je me prenais des coups et je comprenais pas. Tu sais, parfois tu doutes un peu, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais? Et après avoir regardé le combat, tu sais, tu vois là les allonges affichées. On se rend compte que pour 1m62, elle a 1,85 d'allonge. Ah ouais, quand même. Donc Taylor Lapillus, il a 1m85 d'allonge. Comme ça, vu que vous êtes tourné avec lui, vous vous rendez compte de son allonge. Et Et elle Taylor, avait beau parfois attends, envoyer des frappes. Ouais, dis-moi. pour la petite anecdote, Taylor, quand on avait combattu à l'UFC pour la première fois, tu sais, ils prennent tes mesures. Ils prennent tes mesures, ton Mm. allonge, etc. Et on était remonté dans la chambre, etc. Et d'un coup, on entend toquer dans la chambre. Et le gars de l'UFC, il revient avec un mètre, etc. Et on dit, bah pourquoi? Et en fait, il dit, ouais, on s'est trompé sur la longe de Taylor. Et en fait, il ne s'était pas trompé, mais il avait une tellement longue Ouais, allonge, il pensait qu'il s'était trompé. Donc, effectivement, quand Mm. tu me dis que la fille, elle a la même allonge que Taylor, c'est beaucoup, hein. c'est beaucoup, ouais. Apparemment, son allonge, c'est un 85. Peut-être que je me trompe, hein, je veux pas raconter des bêtises. Mais on s'attendait pas à ça. Et après, on a adapté le game plan. Sachant que c'était pas du tout l'adversaire prévu. On a eu trois adversaires possibles en cours de route. Donc elle a été là 2 semaines, il me semble. Mais ouais, c'est pour ça, même quand je suis sortie du combat, j'étais pas contente. Parce que je me disais, mais comment ça se fait que je me prenais des frappes? En plus, tu sais, t'as un petit, ça te pique dans ton ego, en tant que, surtout quand tu viens du striking. Et après, on a compris, tu vois. Si jamais tu veux boxer quelqu'un au bout de ton allonge, mais que l'autre, il a une plus grande allonge, bah forcément, t'es un peu dans le choix à ce moment-là, quoi. Mais ouais, mais non, il y a beaucoup de travail. Bah, l'autre, la nouvelle adversaire, elle a une belle allonge. On travaille beaucoup là-dessus, donc il n'y a plus qu'à y aller, quoi. Et c'est Et quoi les objectifs? ouais, Les objectifs, si on fait le fil de l'année, c'est prendre la ceinture d'Hexagone, la défendre et voir s'il y a une passerelle. Forcément, on y pense vers l'UFC. Et si c'est pas le cas, parce qu'il faut être honnête, là, je vais aller en novembre sur mes 32 ans, même si dans le sport, je suis jeune dans le sens où j'ai pas de dommages physiques. Même si j'ai commencé les sports de combat, ça fait 18-19 ans quand même que je suis dans les sports de combat, arts martiaux. Bah, j'ai pas de gros soucis de santé, j'ai pas de gros couacs. Donc, la ceinture, la défendre euh, et viser la grosse orga à 3 lettres, quoi. Tout en respectant les hexagones également. C'est important. du coup, vu que tu combats le 29 août, est-ce qu'il y aura parce que il y a l'UFC Paris 4, la date elle est officielle, c'est en début septembre. Donc Mhm. il y a un petit espoir d'être sur la carte au cas où s'il y a un short notice qui. Oh là là. Je ne prétends pas être dans la shortlist des personnes Ah ouais? pour l'UFC. Tu sais, quand t'écoutes un peu, t'as l'impression que t'as 47 Françaises qui vont signer à l'UFC. Je suis réaliste. Je respecte aussi ce que ça demande pour rentrer. Et non, non, du tout. Clairement, il y a des personnes qui sont bien mieux placées que moi. Même s'il faut être honnête, pour les filles, c'est beaucoup plus facile parce que tu as moins de compétition.
Et t'as pas beaucoup de filles qui ont un Il y a, style il y a moins percutant et très d'adversité. violent, tu vois. Ouais, j'aurais moins d'adversité. Ah oui, Pas plus facile, mais moins, il y a moins, bah c'est c'est moins normal. fourni. Bah, tu sais, quand tu regardes la base de la pyramide, si on est moins, forcément, plus on monte, moins t'en as. Et puis même des filles qui frappent dur, t'en as pas beaucoup chez les 57, même dans les grosses orgas. Tu vois, des Ouais. filles qui ont le KO power. Donc, non, non, faut être honnête, il y a beaucoup trop de monde. Et ils vont pas être quatre assignés sur l'UFC Paris, ils vont être peut-être un ou deux, j'imagine, tu vois. Non, non. Je suis quand même confiante et jamais je me suis fait cette idée dans la tête, tu vois. Et pour revenir sur l'actualité, Tekena, vu que là, t'as été cuté du RS et c'est non pas toi qui est parti, du coup, c'était un peu par dépit. Ça fait maintenant 1 an qu'il y a eu le C'est moi qui rachat. suis partie. C'est toi qui est C'est parti? moi Ah, qui ok. suis partie. Donc tu peux nous Et tu es Ouais, expliquer. parti pourquoi, justement? Est-ce que tu peux expliquer maintenant, plus ou moins en bien sûr. détail, si tu veux, le pourquoi tu as été parti et comment ça s'est déroulé? Bien sûr. À mon septième combat, ils m'ont re-signé ils ont augmenté un petit peu ma prime à ce moment-là. C'était encore quand il y avait Lopez et Sarfati, c'était juste avant qu'il y ait la passation. Mhm, Et ils m'ont signé avant la fin de mon contrat, donc enfin, je pense avec une volonté de me garder, donc pour 5 combats. Il y avait aussi des discussions avec les nouveaux proprios, comme quoi on dit OK, mais on n'a pas eu beaucoup d'activités. Nous, on veut combattre en février, en mai, juin et en septembre, octobre. Et ça, c'était d'ailleurs stipulé dans mon contrat. Et là, quand les dates, elles arrivent, on me dit, voilà, Marseille, c'est plein parce qu'il y a eu les annulations de mars et avril. Il faut savoir qu'il y avait des cartes en mars et avril, en théorie. Après, Brest, OK. Ah bah en fait, non, Brest, c'est plein. Il y a peut-être juillet. Le 6 juillet à Nantes. Mais j'ai entendu des bruits de couloir en plus à ce moment-là que juillet, ça serait pas sûr. J'étais même pas garantie de combattre en juillet, donc ça aurait pas respecté rien que ça sur ce qui avait été mis sur papier. Ensuite, j'ai eu un message ou plus un appel comme quoi, voilà, en fait, il va falloir baisser ta prime. Alors, faut savoir que moi, je suis partie au bas du tableau en premier fight à Arès. Moi, je suis partie sur la prime la plus basse. Donc, en fait, je suis montée petit à petit après chaque victoire, donc par rapport à ce qui était défini. Et donc, c'est pas des primes que j'ai volées ou que j'ai demandé avec un ego surdimensionné, sachant que je suis consciente que les primes, c'est pas les perfs. Les primes, c'est le nombre de followers que tu as sur les réseaux. En 2025, c'est comme ça. Donc, j'ai pas un gros suivi, donc je peux pas trop agir là-dessus par rapport à la prime. mhm. Et donc, ils me disent, bah, pas eux directement, hein, via le management, voilà, si tu veux recombattre, on te propose tant. Mais Il faut savoir que tant, au Alexandra, final. juste Ouais, sans vraiment donner les chiffres, mais ça a été quoi? Divisé ouais, par bah, je peux te deux? dire divisé par 2, 3. Ah, Ah ouais. ouais, donc Ouais, si ouais. t'étais par exemple à 10, on te propose 3 quoi. Quasiment. Grosso dans ces eaux-là. 2,5. Si jamais, On a qu'est-ce que divisé par Ouais, 2,5 allez, on va dire 2,5. Voilà. Et après, on me dit, non, mais tu comprends, il y a des soucis. Tu vois, s'ils baissent les primes, c'est parce que c'est une question de garder un peu d'argent. Sauf que, bah, tu vois, moi, je connais des personnes qui ont signé et qui ont plus, tu vois, qui ont plus que moi sur leur contrat. Donc, en fait, ça passe pas parce que moi, je suis là depuis Ares 3. J'ai toujours fait le poids, j'ai toujours fait des bons combats objectivement dans le sens où c'est pas chiant. Victoire ou défaite, c'est jamais un combat où tu t'embêtes, où la technicité, elle est en deçà. J'ai toujours été impeccable avec eux et donc tu signes des nouvelles personnes et tu leur proposes plus en disant que c'est une question de budget. Donc en fait, moi, ça ne tient pas. Déjà, je trouve que c'est un gros, gros manque de respect. Après, je sais qu'il ne faut pas être dans les sentiments lorsqu'on parle de contrat, mais à partir du moment où tu respectes pas les engagements de date et tu me dis oui, tu comprends, on doit faire des économies, mais tu signes d'autres personnes pour des cachets plus importants qui sont aussi à ce moment-là et moins bien classés, en fait, c'est pas acceptable, faut être honnête. Donc j'ai préféré sachant que j'avais déjà eu des. Alors, en plus, on parle même pas des primes de 10 000 euros qui ne donnent pas.
Moi, j'ai déjà été sur une carte où j'avais mis un KO, j'ai mis un kick au corps, donc c'était à la rate. La fille, elle se plie en deux. Tout le monde a eu des bonus, sauf qu'il n'y a pas eu de KO de la soirée, tu vois. Bon, ça, c'était avant. Et après, les bonus de 10 000, en mode on n'a pas soldat, donc on peut pas donner. Après, l'événement d'après, on a soldat, mais il n'y a pas de bonus. Là, j'ai vu qu'ils avaient mis un bonus de 10 000. Mais tu sais, c'est un peu Bizarrement, comme quand tu te fais prendre bizarrement, la main dans le sac. Tu vois, bizarrement, un seul. on Un seul. en a parlé la semaine dernière. On ne sait pas si c'est tombé dans les bonnes oreilles. Parce que, Et ouais. non, non, mais vas-y, Ebi, moi je propose qu'on récupère un pourcentage sur le bonus. Ouais, c'est, comment elle s'appelle? C'est Noah Guillon. Attends, on va lui envoyer un message. On va lui dire qu'il faut qu'il ramasse parce que Parce que la semaine dernière, on en a parlé, mais bon, tant mieux en soi. Mais c'est vrai que, Ah, c'est bon, j'entends. Et je vous voyais plus. ah merde. Mais tu sais, c'est comme quand tu te fais prendre la main dans le sac et qu'après tu remets une partie des pièces dans la sacoche que tu as, tu vois. Là, tu vois, j'ai l'impression que c'est un bonus de 10 000 parmi tous, histoire de dire non, mais vous voyez, on met quand même les bonus. Ah ouais, il n'y a pas eu de bonus de combat de la soirée, ça veut dire que sur tout l'événement, les combats, ils étaient nuls. C'est ça que vous voulez dire? Parce que c'est ça que tu veux dire quand tu mets pas de bonus de combat de la soirée, tu vois. Il y en a qui Bah, étaient méritants. Surtout, bah, ils ont fait une guerre, là, d'après ce que j'ai compris, Soleil, Sola et. là, ouais. Donc ça veut dire que c'était pas méritant. Donc non, il faut arrêter à partir de ce moment-là. Tu vois, moi, je préfère aller dans un cadre où les clauses sont plus claires, où il y a un respect de ce qui est dit et où on se fout pas de ta gueule. Donc, j'espère vraiment que ça va s'améliorer là-bas pour les combattants et qu'ils leur fassent pas des dingueries, tu vois. Pour et oh, combattre ouais. 2 fois par an en forçant le truc parce qu'on les harcèle pour combattre, sachant qu'il y a des clauses dans le contrat qui sont pas respectées. Bah en fait, et pour gagner beaucoup moins, bah en fait non, je préfère rejoindre Hexagone et MMA où il y a un cadre très clair, très défini et respectueux. Et est-ce que c'est pas, et là j'essaie pas de te mettre en porte-à-faux, mais est-ce que ça n'a pas posé Bien des sûr. difficultés ta décision dans le sens où bah, ton manager, donc la BTT Guillaume Pelletier, la BTT a été rachetée par le même fonds d'investissement que bah, ceux qui gèrent le RS. Et quelque part, donc, ils ont envie de te voir briller parce que si tu brilles, quelque part, tu fais gagner de l'argent à la BTT, donc quelque part, ils gagnent de l'argent avec toi. Le fait que tu partes du RS, entre guillemets, ils en perdent ou ils en gagnent, peu importe. Mais est-ce que ça te met pas en porte-à-faux parfois vis-à-vis de Guillaume qui, bah, lui, est entre deux feux, parce qu'il travaille un peu pour le RS, il travaille un peu pour toi. Et comment vous avez géré ça? Bah on a parlé au téléphone avec Guillaume. Il n'y a pas de souci vis-à-vis de ça. Ce sont même si ce sont deux faits très proches pour moi et pour lui c'est comment dire très séparé. Par exemple, si aujourd'hui j'ai envie de dire que la stratégie du fonds d'investissement, moi j'y connais rien, tu vois. Si j'ai envie de dire par exemple ce sont des clampins, bah je vais dire que ce sont des clampins. Moi ça me touche pas. J'ai ma liberté de parole. Euh, Après, est-ce que je le pense, est-ce que je le pense pas possible? Après, moi, j'y connais rien dans toutes leurs deux affaires, donc voilà. Mais non, non, il y a une liberté d'expression vis-à-vis de ça. C'était une liberté de décision. On a échangé sur le sujet avec Guillaume et avec JB. Il n'y a pas de souci pour eux. Après, je pense pas qu'il va y avoir de problème vu que ça s'est fait de manière très propre, hein. La césure, elle a été très rapide et très propre. Tu vois, j'ai pas été dans une situation comme Boulox où je suis bloquée depuis un an et qu'on me tourmente. Tu vois, la lettre de release, elle a été vite envoyée pour me libérer. Donc non, ça s'est fait de manière clean. Mais j'ai pas l'impression qu'il y a de soucis. En tout cas, c'est pas quelque chose qui me concerne moi. Donc, on va dire, moi, je mène mes affaires. J'ai confiance en Guillaume et en JB. Donc, c'est très clair, c'est très net pour moi et pour eux et pour nos relations à venir. Ça a toujours été impeccable. Tu vois, que ce soit avant, là ou pour la suite, je me fais pas de soucis. Et puis même, j'ai envie de te dire, c'est un mal pour un bien, parce que là, t'as quitté une organisation
bah, qui ne te respectait plus pour aller dans une autre qui va sûrement peut-être te mettre en avant. Comme Mickaël le disait, il y a eu Laurent Salvador, il a rejoint les rangs, donc forcément, je pense en termes de communication, ça, voilà, ça va level up. Ça passe sur RMC, donc c'est une chaîne aujourd'hui qui est suivie aussi pour le MMA. Forcément, je pense en termes de primes, bah ils ont dû te payer, voilà, à ta juste valeur, donc c'est un mal pour un bien au final. Ouais, c'est un mal pour un bien, surtout que j'ai l'intention et eux sont dans la même lignée du fait de combattre beaucoup. Donc là, je vois, il y a la carte d'août. Après, il me semble qu'il y a décembre. Moi, Il y a septembre l'objectif, c'est aussi. sur 2026. Ouais, mais septembre, entre 29 août Oh non, non, bien et sûr, oui, je septembre, je parlais de, pense, ouais. Ok, ça tu va être parles par chaud. rapport à toi, ouais. Ok. Ouais, ouais. Mais non, il y a énormément de cartes. J'avais vu là, rien que de juin à septembre. Enfin, je crois qu'il y avait cinq cartes. C'est énorme. Et puis, ouais, niveau com, même, c'est pas la même chose. Lors de la signature, ils m'ont fait venir à Bordeaux. Ouais, Euh, après, ça, Alexandra, ok, ils ont mis les grands moyens pour toi, mais pour l'instant, le niveau com, je te jure, et pour moi, hein, on est dans deux univers différents. Je ne sais pas comment l'expliquer, je ne sais pas à quoi ça tient, Bah, mais le reste, je trouve qu'ils ouais. arrivent à créer des stars et pas l'Hexagone. Malheureusement, hein, malheureusement, heureusement, Tu veux peu dire importe. avec les histoires que. Mais tu vois, Arès, ils font plus trop les vidéos promo qu'ils faisaient là avec Clairement, non, Roby, tout non, ça qui était grave on, stylé. grave, on l'a dit avec Bien. On l'a dit que Ça, au c'est début, dommage, tu vois. c'est clairement en perte de vitesse, clairement. Mais après, je pense que c'est un budget aussi, c'est chaud, quoi. Tu vois, rien que tu vois sur les primes, je crois que le KSW il donne 2000 de primes et Arès donne 10 000. Donc je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a eu des soucis de budget. J'imagine s'il y en a eu, tu vois. Mais je pense que c'est en construction. C'est en construction avec Hexagone. Même, tu vois, par rapport au premier combat, moi, j'étais allé voir Laetitia Blo combattre au Zénith. Et là, je vois, c'était du coup il y a trois ans. Et là, je vois maintenant l'Hexagone, c'est pas du tout la même Ouais, chose. ça n'a Donc, rien à voir. je pense que ça monte petit à petit, tu vois. C'était des fight C'est, cards c'est de une 6 progression. 7 combats à l'époque, ouais. Ouais. Bah, et même, tu vois, c'est une progression progressive, hein, c'est pas super beau. Mais par contre, il y a moins de risques que ça revienne en arrière. Tu vois, qu'on donne tout et après on reprend une grosse partie, Mhm. comme ce qui aurait pu se faire dans d'autres orgas. Donc, mais non, je suis plutôt optimiste. C'est pas parce que je suis très corporate et que voilà, vu que je suis dans l'orga, mais je suis plutôt optimiste là-dessus. Tu vois. Et si tu avais un petit message à faire passer aux nouveaux fonds d'investissement, qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Qu'est-ce que tu auras... Oh là là, attends. Attends, après, moi, je les connais pas, tu vois, personnellement. Je les ai croisés au loin quand je suis allée voir le combat de Delphine. Parce que, bah, tu vois, c'était je pense, c'est le dernier RS où je suis allée. Où je suis allée où je vais aller, tu vois. Et qu'est-ce que je voudrais leur dire? Hmm. Pour les combattants, je vous souhaite le meilleur. Pour vous, j'ai peu d'intérêt. Mais pour les combattants, je vous souhaite le meilleur. Cordialement. Cordialement. Voilà ce que je leur Cordialement, dirais. cordialement, comment je peux dire, celle qui a le plus combattu au RS. Ouais. Normalement, Voilà, exactement. On va dire la plus active du RS, quoi. comment on dit, c'est Ouais. quoi le record même à l'UFC? Jim Miller, il a ce record, mais je sais plus c'est quoi. Ouais, du combattant qui a le plus combattu à l'UFC, quoi. Ouais. Ouais, y a pas de mot pour ça, Mika, je crois. Mm. Ouais, ouais. Bon, en tout cas, c'est toi. Tu vois, Pour l'instant, c'est un, toi. un de mes petits regrets, c'est que, tu sais, quand t'es combattante, t'as des billets pour aller au RS, pour Ouais. regarder les fights. Et Mhm. bah, j'ai jamais été tout en bas. Tu vois, ça, c'est mon petit regret. Je me dis, purée, en 8 combats, j'ai jamais été tout Ah, en bas proche de la ils cage. t'ont jamais mis chez Lévy. Bon, après, c'est une chose qui pourra arriver à l'avenir, hein, Ouais. si tu demandes Même pas aux chez les boxeurs VIP, ça. un peu en bas, tu vois. Ah, Non, faut non, c'est demander, bon. mais Ça sera pas, tu ça demandes, sera pas, ça sera pas nécessaire. si tu demandes si tu demandes à l'équipe des drôles de dames, elles vont t'arranger ça. Ah, T'inquiète. même ça, faut passer par la direction qui est au-dessus maintenant. Ouais. Ah, mais Non, t'inquiète. ça sera pas Bah, nécessaire. Jérôme Pourri s'occupera de toi maintenant. Il pourra te mettre chez les VIP et tu seras Bah, bien loti. j'étais bord de cage, ouais, la dernière fois, ça m'a changé. C'était cool de voir de près les fights. C'est vrai. Un peu de Ça change. violence. Ah, ça change. En plus, tu sais comment t'entends le bruit des impacts?
C'est violent, hein. C'est Ouais, pas tu te la dis, même chose. attends, mais c'est des ouf de se frapper comme ça, et après tu te rends compte que tu fais la même chose, et tu te dis, Ouais, mais mais en fait, on est tous zinzin, on fait un sport C'est, d'élit. non, mais c'est vrai, c'est vrai. Mm. c'est pas pareil quand c'est les autres et toi. C'est vrai que quand j'entends les frappes, des fois, je dis, ouais, c'est violent. Mais quand tu es dedans, tu Ouais. t'en rends pas compte, en fait. Ouais. Non, du tout, ça change. Mais bon. Mais en tout cas, je souhaite vraiment le meilleur à tous mes potes qui sont à Reims, que ce soit Benoît Prigent, Delphine Benwesh, je crois qu'il y en a quelques-uns de l'US Métro. Enfin, vraiment, je leur souhaite le meilleur. Je leur souhaite d'aller chercher la ceinture, de faire des beaux fights, d'aller chercher les bonus quand ils seront quand ils seront élégamment déverrouillés. Et voilà, quoi. Je souhaite du courage aux combattants, des performances, et pareil à l'équipe de drôles de dames, comme tu les appelles, parce qu'elles sont grave Exactement. Bon, Le message écoute. est passé, mais en tout cas, merci Tekena de cool. t'être exprimé très Bah, clairement merci à vous dans un de bon m'avoir français. donné la parole. Et toi, Boulogne, ça donne quoi, du coup, les fights? Moi, franchement, je suis dans l'attente, hein. Je sais pas. Je, je m'y attendais pas. Ah, c'est abusé. Non, j'espère que je serai de retour d'ici septembre. En plus, là, ça fait vraiment un an, jour pour jour, que Mais, je sortais du combat. Ouais. mais si normalement, dans le contrat, parce que du coup, j'avais fait le combat pour la ceinture, t'as 6 mois pour défendre la ceinture, sinon on te l'enlève. T'as 6 mois pour la défendre, mais du coup, Et là, eux, ils ont 6 mois à te la donner. Mais en fait, par contre, attendez, moi, je me suis fait gronder et remonter les bretelles par suite au qui? dernier épisode qu'on a fait. Par Bah, qui? parce qu'apparemment, alors je dis bien apparemment, je mets des guillemets, mais on t'aurait vraiment refusé des combats. On t'aurait proposé des combats et tu les as refusés. Bah, merci, Mika, c'est bien que t'en parles, parce que je sais qu'Guillaume Petit, il a fait un podcast Ok. chez un confrère dont j'ai oublié le nom et je m'en excuse. Et on me l'a envoyé l'extrait qui a pas mal tourné sur TikTok et sur Instagram. Déjà Guillaume, il est au courant des faits. Après, je ne lui en veux pas. Voilà, il se doit d'être neutre. En plus, il s'exprime dans un média et forcément, il a indirectement un parti pris avec eux. Le seul combat qu'on m'a Alors proposé, que moi, j'ai... c'est pas Guillaume hein, qui m'a Non, non, appelé. mais j'en profite en fait pour refaire ce truc-là. Et le seul combat qu'on m'a proposé officiellement avec un contrat, c'était le 14 février que j'ai signé qui a été annulé sans aucune raison. Donc jusqu'à présent, tu sais, c'est comme un call-out. Quand il y a un call-out qui est fait sur Twitter et qu'on dit que Cyril l'a refusé Almeida, non, c'est Almeida qui l'a call-out, mais il n'y a pas eu de réelle proposition. Jusqu'à présent, je n'ai rien refusé. Vraiment, jusqu'à présent, je n'ai rien Et c'était refusé. qui le Donc, 14 février que tu devais prendre? c'était un Suisse Capacor, je crois qu'il s'appelle, un gars de Nelson Ah Carvalho. ouais. Donc voilà, sinon, Ouais, ouais. officiellement, non, j'ai eu aucune proposition jusqu'à présent. Ça fait un an, la seule proposition que j'ai eue, c'était le 14 février, je l'ai signé. Le combat il s'est annulé sans aucune raison. On m'a même pas prévenu ou autre. Mais, Et- mais Ouais. celui qui a la ceinture, il se doit de défendre sous 6 mois, donc même l'intérimaire. Mais sinon, on lui enlève la ceinture. Ouais, mais en fait, la problématique, c'est que c'est pas comme si j'avais refusé ou j'étais blessé. Ah Tu ouais, vois? c'est de Non, je leur parle faute pas de à toi, je eux. parle de celui qui a la ceinture Eux le doivent. intérimaire. Normalement, il doit défendre dans les 6 mois. Ouais, après, franchement, je sais pas vraiment comment ça se passe. Et même quand tu me poses la question où est-ce que j'en suis, moi, je pense, et je l'espère que je serai de retour en septembre. Déjà, je pensais que j'allais combattre sur la carte du 16 mai qui a eu bah, récemment là à Adidas Arena. Mais en tout cas, non, j'ai refusé aucun combat, Mika. Et franchement, la personne qui te l'a dit, voilà, qu'elle apporte les preuves. Et je ne vois pas en Non, fait mais pourquoi. après, je te dis ça parce que pour de vrai, on m'a appelé, on m'a dit, ouais, t'es pas au courant de tout, etc. Vas-y, Et après, moi, je suis pas parlez comme je avec te des dis, moi, preuves. Non, mais il y a pas de souci. Je parle pas de toi. En tout cas, la et personne qui dit ça. c'est quelqu'un de Juarez, hein. Après, je vais te dire en off. Y a pas de souci, mais que la personne elle parle avec des preuves et qu'elle ne, voilà. Mes DM Et ils t'as sont raison, ouverts. moi, Ebi. Sinon, Mes, on mes, leur casse la gueule. mes Dis leur DM ils Ebi, sont on leur- On mes va DM ils faire une sont ouverts, propagande mais libérée Aibi. non, mais donc on pourra pas en fait pourquoi on vient parler sans preuve. Dans ce cas-là, personne est venu me poser la question et j'ai les preuves Hum. moi. Je vais pas commencer à balancer les contrats et tout que j'ai reçus, sinon je vais pas m'en sortir. Mais non, on m'a proposé aucun combat. J'étais sur le banc de touche pendant un an et c'est de leur faute. Donc forcément, si je reviens, ben ouais, ça doit être avec mes conditions et c'est tout à fait normal. Voilà. En tout cas, tu vas me dire en off qui t'a dit ça, j'ai envoyé un Hum. petit message. Bon, en tout cas, merci Alex. En tout cas, on te retrouvera quand tu veux. En tout cas, malheureusement, t'as pas pu suivre l'UFC, donc tu ne pourras pas faire le débrief avec nous. Mais voilà, Et non, j'ai dormi. les nuits blanches, c'est pas pour tout le monde. Mais moi, pour être honnête avec vous, j'ai rattrapé là il y a quelques heures le combat d'Ousmane, donc on va en parler dans la suite. T'as quelque chose d'autre à Bah, ajouter, merci un petit beaucoup. message à faire passer?
Non, juste hâte d'être sur le combat là, du 29 août pour la ceinture. Donc c'est cool aussi d'être de retour sur RMC, c'est une plateforme assez cool, plutôt que Canal Plus ou Pay-Per-View, j'ai vu qu'ils font maintenant. Mais je suis plutôt contente de ça. Et je veux vraiment, parce que là, il y a eu des défaites françaises, mais je pense que le MMA, c'est tellement un sport dur que qu'on se rend pas compte de à quel point c'est facile de perdre, tu vois, et à quel point c'est facile de gagner, difficile de gagner, tu vois. Donc Est-ce que tu, juste ça à dire, donner de la force aux Français et cocorico quoi. est-ce que tu penses que c'est encore plus dur de réussir à drainer, parce qu'on voit l'importance aujourd'hui d'avoir un réseau puissant autour de soi pour faciliter un peu les match-up et tout. Je dis pas que c'est que les mecs qui réussissent sont pas forts et tout, mais je dis juste qu'aujourd'hui, on voit bien que d'avoir une grosse communauté, ça facilite vachement la construction de carrière dans le sens où c'est plus facile de te matcher dans des meilleures conditions, avec des meilleures primes, etc., etc. Et cetera. Et est-ce que tu trouves que c'est pas plus compliqué pour une femme qu'un homme, même si le niveau d'adversité global il est moins difficile parce que entre guillemets vous pouvez arriver plus vite, plus facilement au haut de la pyramide, mais le fait que vous soyez moins suivi et que, en fait, bah, on parle de vous qu'à partir du moment où vous avez déjà réussi, ça rend pas la chose encore plus compliquée. Hum, Moi, je vais pas me plaindre de ça parce qu'en fait, c'est factuel, donc c'est pas quelque chose que tu peux contrôler, c'est culturel aussi. T'as pas, c'est bête, mais t'as pas envie de voir en général deux filles se taper dessus. Je respecte tout à fait cette opinion. Ensuite, parfois il y a moins de technicité, forcément en général il y a moins de puissance, donc ça va moins attirer le regard. Faut savoir, c'est pas les femmes qui regardent le MMA, c'est comme quand tu compares le foot féminin et le foot masculin. En fait, tu regardes ce que tu as envie de regarder et donc qu'est-ce qui vend? Bah, c'est le foot masculin, hein. Si jamais tu veux vendre le foot féminin, bah t'as qu'à le regarder, tu vois. C'est pareil pour le MMA français chez les femmes. Euh, Faut se dire juste que bah, la situation, elle est comme ça, faut faire avec ces cartes-là. De toute façon, quand on s'engage dans ce sport, on accepte le fait que tu vas avoir un peu moins de lumière, mais pas forcément parce que tu vas avoir moins la volonté de te développer sur les réseaux. C'est juste que ça attire moins l'œil. Tu vois, ça attire moins l'œil. Après, il y a des filles qui arrivent très, 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 très bien. On le voit aux États-Unis, en Angleterre, avec les Dakota Ditcheva, les Chanel d'ailleurs, qui arrivent très bien à se faire une place sur les réseaux parce qu'elles performent bien. Après, c'est vrai que je sens que les orgas ont moins volonté à mettre en lumière les femmes. Et aussi, il faut le profil particulier en tant que femme pour plaire au public, c'est-à-dire soit le profil très mignonne, soit le profil OnlyFans. Et on va dire que je suis ni dans la case super mimi, super kawaii, ni dans la phase retrouvez-moi sur OF. Donc c'est pour ça aussi que je suis consciente que j'ai moins de suivi, tu vois. Mais après, je pense qu'il faut trouver son personnage, il faut le développer, il faut que ça plaise. Peut-être que ça va pas plaire à tout le monde, mais à partir d'un certain point, comme tu dis, quand tu performes, tu es obligé d'avoir cette lumière qui attire le regard. Et on le voit avec certaines filles qui arrivent très bien à performer, tu vois. Si jamais tu as des femmes comme Chang Weili, qui est chinoise, qui arrive à grave attirer le public américain par ses perfs, et elle est ni dans le profil OnlyFans et super mimi, bah en fait, faut se dire, faut juste continuer de travailler dur, de faire ses perfs et de travailler sur ses réseaux. Moi, c'est pas mon cas, c'est une faute de ma part. Mais tu vois, tu as des filles quand même qui arrivent à se démarquer. Moi, je vois Delphine en France, elle se démarque très bien. Euh, T'en as, ça va être un peu plus dur, mais c'est parce que aussi, il faut que le profil plaise à la population, il faut qu'elle plaise aux personnes qui regardent le MMA. Donc, faut accepter les faits et tant pis, tu peux pas te plaindre de quelque chose que tu contrôles pas. Je suis pas une pleurnicheuse, faut accepter les faits et faire avec, quoi. Bah, écoute, en tout cas, merci Alexandra. On te souhaite un bon courage pour ton training camp. On espère en tout cas te voir Merci avec la beaucoup. ceinture autour de la taille bah, lors de l'hexagone. Ah ouais, j'aurais le seum si ça se passe pas. Non, ça, C'est une possibilité, hein. On peut tous gagner, on peut tous perdre. Ah, Mais là, on ça, va être c'est très sûr. dur pour que ça se passe bien. forcément. Tant mieux. Ben, force à toi et courage à toi pour cette prépa en plein été. Ça va être facile pour perdre le poids parce que tu vas bien transpirer comme ça, mais Ouais. courage pour pas manger des glaces. Ah, c'est ça qui est embêtant.
tu vois. Bah, Bah, c'est bête, ça, faut en parler. Tu sais, tu parlais de fait que des combats ont été annulés, là, avec le PFL et tout. Bah, toi, tu sais, on organise notre vie autour des dates de combat, nos vacances, quand est-ce qu'on prend du temps du travail. Bah, moi, c'était presque sûr que j'allais combattre en juin, fin juin, bah, du coup, peut-être début juillet. Bah, au final, je combats fin août. Donc, mes vacances, je les mets à la poubelle, mes vacances de prévu. J'ai eu une année très compliquée sur le point de vue perso. Je me suis dit, ça va faire du bien de prendre du temps. Bah, au final, non. Mais il faut savoir se réorganiser. Je me dis que c'est une chance que je puisse combattre. C'est pas le cas de tout le monde. Il y en a qui poireautent un an pour combattre. Donc voilà. Mais ça va être une sacrée prépa et les vacances, ça sera dans un an, je pense, parce que j'ai envie de faire une grosse année, quoi. et tu travailles, toi, après, autour du MMA ou non? Tu vis du MMA, enfin, t'essaies de vivre. Ouais, non. Je coach entre 25, 28 heures par semaine. Donc c'est énorme. J'ai pas beaucoup de temps libre. Mon temps libre, c'est dormir. J'essaie d'avoir la place pour trouver un loisir pour mes proches, pour se détendre. C'est très compliqué. Mais c'est les règles du jeu. Tu vois, l'objectif, c'est de plus de revenus, mais pour se déverrouiller du temps libre, parce que c'est important. Et aussi, il faut se dire que le MMA, c'est ça, et que la vie, c'est, t'as pas la place, tu vois, sur la caméra. Donc, faut être malin et faut réussir à faire des gros compromis. En général, les compromis, c'est sur la vie perso. Et ça, je pense que c'est le cas de tous les combattants, les combattantes. Donc voilà, quoi. Et tant mieux pour les personnes, même les jeunes qui arrivent, qui sont amateurs ou autres, qui arrivent à vivre du MMA. Moi, je suis très contente qu'ils arrivent à faire que du MMA. Je suis pas une hater, comme ils disent. Donc, j'espère que ça va se développer, mais sinon, je continue en tant que coach et très heureuse de coacher, quoi, malgré tout. Bah, Mm. écoute, ça marche, c'est clair. Merci, Tekena. À très vite et bon courage pour Merci la beaucoup, suite. l'équipe. Salut. À très vite. Salut tout le monde. Ciao. Mesdames et messieurs, nous revoilà pour l'hebdomadaire numéro 140, le 141e hebdomadaire. Mika, comment tu vas, l'ancien? Arrête de me dire ça, mais il va bien. Et d'ailleurs, il arrive bientôt dans ta catégorie de poids. Vas-y, on fait un open weight en grappling si tu veux, en MMA. Exactement. Et vas-y, on va régler nos comptes. En plus, ça fait un petit moment qu'on doit régler nos comptes, mais tu m'esquives un petit peu. Quand je t'ai vu pendant la prépa, t'étais Bien trop. sûr. Je me suis dit, vas-y, c'est pas le Ouais, moment. c'est vrai. C'est pas le moment de Euh, l'abîmer. Et Donc, remettre bien. on a pas mal de choses à dire. D'ailleurs, on a reçu Tekena. Donc, ça fait un petit moment qu'on vous le teasait. Elle est revenue voilà, sur le fond et la forme de son départ avec Ares. Moi aussi, j'ai tenu à rectifier de certaines choses car a priori, je refuse des combats et ce n'est pas du tout le cas. Mais bon, voilà, il y a d'autres choses aussi importantes. On a eu le retour de Kamaru Usman ce week-end. Il y a eu le retour d'Oumar Sy face à Menfield qui était au port du top 15. Il y a eu le Ares avec la défense de titre d'Axel Sola face à Gilles Oudela. Moi, personnellement, j'ai vu aucun combat pour être transparent avec vous et j'ai pas eu le temps de le voir aussi encore. On est que lundi et moi, j'étais à un autre événement le samedi. Donc, Miguel, je vais te laisser faire le débrief si tu voulais Ouais. revenir sur quelques combats et tes remarques là-dessus. Non, bah, je reviens vite fait parce que, il y a eu trois événements. Donc, il y a le duel, tu vas nous en parler. Il y a eu le ARS. Ensuite, on a eu le KSW avec le Français Elach qui a combattu et qui s'est malheureusement incliné dans l'opposition. Et ensuite, il y a eu le plus gros octogone jamais organisé. C'est entre guillemets le plus gros événement d'Europe en termes de place. Alors, je ne sais pas s'ils ont battu ou pas le record, mais ils ambitionnaient de le battre. Mais il n'y avait pas français sur la carte. Et voilà, j'ai commenté l'événement, mais la réalité, c'est que j'ai pas trop de choses à dire sur l'octagone. Sur le KSW, j'ai pas trop de choses à dire non plus, hormis la défaite du français. Ensuite, on a Amin Ayoub qui a combattu aussi ce week-end. Il affrontait le Brésilien qu'il avait affronté à l'Hexagone, qu'il avait gagné quand il avait fait son entrée là, en moto. Et là, entre guillemets, il a fait encore mieux que la première fois, parce que la première fois, il l'avait gagné, je crois, au round Ouais, 3. ouais. Et là, il a gagné au premier round. Après, on savait que le Brésilien, il était clairement d'un niveau inférieur, entre guillemets, à Amin. Et en plus, là, le combat, il s'est fait en 77 kilos. Déjà, il y avait une différence de poids quand le combat il s'était fait en 70 kilos, mais là en 77, même si Amine lui aussi, il n'était pas forcément prêt parce qu'il a été appelé en short notice,
ça a été un combat à sens unique. Après, ouais, Ouais, je pense. je le taquinais, il m'a dit, ne savez pas trop dire avec moi, vu que c'est la filière Non, je brésilienne, pense. mais non, 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 mais Ouais, en soi, c'est un il combat a pris un qui, chèque, exactement, il est donc actif. personnellement, je vais pas le critiquer, j'ai taquiné parce que il aime taper Oh, sur les bah ouais. Brésiliens, mais recontextualiser, il était en gros à Marrakech, en famille, en vacances, et donc en fait, il y avait l'événement de Mounir Laziz à Dubaï, et voilà, il a été appelé, il est parti contre son chèque, et il a clairement raison, hein. Il a clairement raison. Maintenant, c'est Je bon. serais bien curieux de savoir combien il a pris pour ce combat. Amine, si tu vois ce podcast, le mec, il l'a déjà tapé 2 fois. Laisse-le tranquille. Même si demain il y a un short notice, gros, laisse-le tranquille. Arrête avec les Brésiliens. Non, en tout cas, voilà, félicitations à lui. Et il a raison, hein. Il prend ce qu'il a à apprendre. C'est une belle opportunité. Et en plus de ça, ça le permet d'être actif et de prendre du verre et des finishes. Donc, je pense que l'ambition, c'est clairement de signer sur l'UFC Paris ou même à l'UFC tout court. Donc, c'est une bonne chose. Mais c'est bon, stop, la filière brésilienne, s'il te plaît. Ouais, et puis là, surtout, s'il ne signe pas à l'UFC Paris en septembre, bah, le combat qu'on veut tous voir, c'est Varela contre Ayoub. Là, j'ai vu Bah, que ça ouais. cherchait. En tout cas, pour moi, c'est le Non, combat à faire. apparemment, il n'y a pas de réponse de Varela. Ouais, parce Apparemment, que je pense qu'à l'Hexagone, ils ne touchent pas les mêmes sommes qu'au KSW pour Valera, je pense. Et pour du qui? coup, pour Varela. Et du coup, s'il combat contre Amine, je pense hein, que d'abord, il veut renégocier sa prime. C'est l'idée que je me fais. Après, peut-être que je me trompe. En tout cas, c'est le combat que j'ai envie de voir aujourd'hui. C'est Varela contre Ayoub, peu importe où, que ce soit au KSW ou à l'Hexagone, mais c'est le combat que j'ai envie de voir. Et ouais, bah, mais Mika, je me dirais même peut-être un Ayub Sola. Ça peut être intéressant aussi, je trouve, non? Mais de ouf, mais clairement. Mais ça, on va y venir justement avec le RS. Du coup, bah, tu fais la transition parfaite. On arrive sur le RS. Donc, bah, le RS, quoi dire? Je vais d'abord féliciter le Noah Gugnon, qui a fait une belle entrée pour sa première au RS. Il affrontait Johan Harris. Il n'était pas favori. Le Gallois avait, en tout cas, sur les bookmakers, été favori. Je pense aussi que c'était peut-être le plus gros défi en carrière pour Guignon, mais il s'en est très bien sorti. Et c'est la deuxième performance qu'il signe, parce qu'avant ça, il avait battu Nicolas Di Franco, et c'est un Belge, Nicolas Di Franco. Et c'est solide aussi, l'air de rien. En plus, Il avait Harris, gagné. il est solide aussi quand même, hein. Bah, c'est ça. Et là, on lui donnait Harris pour une première, comment dirais-je, au Harris. Donc, c'était quand même, c'était pas gagné. Franchement, Mhm. c'était le challenger. Et il signe un super KO en 1 minute. Et du coup, bah, il prend le bonus de la soirée aussi. Donc, félicitations à lui. Et voilà. Comme quoi, un combat en 1 minute, tout peut se stopper. Ça arrive vite. Ensuite, on a eu le retour gagnant de d'Elguera qui fait son retour au Ares. Lui aussi, hein, ça fait, je crois, c'est la quatrième fois ou troisième fois qu'il est sur une carte du Ares. En tout cas, il signe sa première victoire au Ares. Et félicitations à lui sur une Americana. Il finit Avramovic. Pareil, c'est pas le combattant le plus difficile qu'on ait pu lui donner à Vincent Delguera. Je pense même que c'est un gars qu'on est venu chercher juste pour un one-shot. Mais en tout cas, voilà, il a pu briller à Marseille et tant mieux pour lui. Mika, il Ensuite, comptabilise plus quand même intéressant. plus d'une cinquantaine de combats au total d'Elguera. Et son premier combat, il était en 2014. Ah 2009, ouais, non, bah, excusez-moi, en 2009. ouais, Delgara, c'est un ancien du Ouais. circuit. Il a affronté franchement énormément de personnes. Ouais, il a Ensuite, 54 combats, 55. il y a Josh O'Connor, le Gallois invaincu qui affrontait Ilias Giroud pour la ceinture des 66 kilos. Ça a été une masterclass le round 1 de la part de Giroud, qui était sur une très belle série de victoires. Et Giroud, en fait, qui bah, avait des déplacements et annihilait en fait toutes les attaques de son adversaire. Même à un moment donné, on a vu une tentative d'amener au sol, a été sprawlé, il prenait bien les angles. Et Josh O'Connor, bah, à un moment donné, au début du deuxième round, alors que quand tu regardes le début du deuxième round, pareil, hein, tu as le sentiment que Giroud, c'est même pas le sentiment, il domine, même si c'est un peu tôt pour dire qu'il gagne le round, parce qu'en 1 minute, il se passe pas grand-chose. Mais voilà, il y a cette feinte de genou, comme si Josh O'Connor allait mettre un genou et derrière, il met un punch. Et c'est vrai que Giroud tombe sur les fesses, derrière O'Connor enchaîne le grand and pound.
et victoire d'O'Connor. Donc, Ça a été une victoire vraiment méritée ou ça a été arrêté trop tôt? J'ai cru voir ça sur quelques stories. ouais, je sais pas. Moi, je suis toujours pour que l'arbitre il laisse deux frappes, tu vois, deux, trois frappes, parce que, euh, parce que ça laisse toujours une place au goût amer. Et moi, je m'en souviendrai toute ma vie contre Staropoli. Tu vois, je suis persuadé que voilà, il aurait pu se passer quelque chose. Et je pense que l'intervention de l'arbitre, elle est arrivée un peu tôt. Maintenant, c'est toujours facile de critiquer les décisions arbitrales. On ne voit pas forcément de la manière dont il voit. Et quand tu regardes la manière dont est tombé Giroud sur le dos, c'est vrai qu'il est tombé clairement. Maintenant, on est des combattants professionnels, on combat pour des ceintures. On n'est pas en milieu de carte ou en début de carte. On est vraiment des combattants aguerris. Et c'est vrai que pour moi, vaut mieux laisser deux frappes et avoir le cœur net du fait que le combattant ne puisse pas revenir, mais c'est difficile de critiquer un arbitre qui s'interpose parce que lui, son but premier, c'est de préserver notre intégrité. Donc, c'est toujours difficile un peu de venir critiquer une décision arbitrale, surtout comme ça. Mais c'est clair que je pense que les arbitres, parfois, ils interviennent un peu rapidement. Tu vois, je pense que, on a déjà vu des comebacks à l'UFC et les comebacks, si on avait eu des arbitres un peu frilés, bah, les comebacks ne se seraient jamais passés. Et après, on a déjà eu aussi des frappes un peu dramatiques en sens inverse, c'est-à-dire que l'arbitre n'est pas intervenu assez tôt et il y a deux, trois frappes qui sont venues et qui étaient Mm. complètement inutiles. Donc, tu vois, c'est toujours à double tranchant. S'il n'intervient pas et que derrière, il y a des frappes chaotiques, on va lui dire, bah, t'es intervenu trop tard. Et donc, difficile de critiquer, mais c'est pas un chaos net, en tout cas. Si c'est ça ta question, c'est pas un chaos qui l'a Ouais, c'est un électrifié TKO, quoi. net, C'est net, net. un arrêt de... Et, mais ouais, il y a quand même eu des frappes derrière et bon, voilà. Mais il y aura toujours place à interprétation. Après, le mieux pour en parler, ça resteront toujours eux. Mais voilà, difficile d'aller critiquer, comme je dis, une décision arbitrale. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce coup, et c'est là où tu vois que le MMA, c'est un sport difficile, c'est que un coup peut changer l'issue du combat. Et là, bon, ça s'est traduit par un KO TKO, tu vois. Mais ça aurait très bien pu être un dom et derrière ensuite bah, une domination totale de O'Connor. On ne sait pas ce qui serait passé, mais ce que je veux dire par là, c'est que des fois, le combat, il se joue sur un coup, même si tout le combat vous dominez, d'un coup, paf, un peu comme Edwards face à Ousmane. Et c'est toute une vie qui change derrière. Donc, Ouais. c'est aussi ça la beauté de ce sport. Et c'est incroyable. En tout cas, force à Giroud parce que il était sur une série de victoires consécutives. C'est l'un des meilleurs 66 kilos de France. C'est une des catés les plus difficiles en France pour percer parce qu'il y a énormément de combattants talentueux qui sont dans cette catégorie. Et clairement, ce rouge, à Ouais, l'âge qu'il moi, a, ça me fait vraiment chier pour lui, hein. Il était sur six verts. Et vraiment, ouais, c'est l'un des mecs les plus expérimentés. Ça a été l'un même des premiers Français à combattre au PFL. Et je vous jure que, et qui tu fait sais, on parle des- souvent des prospects ou des combattants qui ont, entre guillemets, enfin, le potentiel de signer à l'UFC et on dit jamais son nom. Enfin, on disait jamais son nom à Diroun. Et moi, oublié j'ai un toujours peu. dit que, ouais, moi, j'ai toujours dit que Hypé. c'était, l'un des combattants le plus stratégique, le plus technique aussi, avec une maturité de combat de malade, mais malheureusement pas assez mis en avant. Et c'est vrai que ce rouge-là, ça me fait vraiment chier pour lui, bah, parce il va falloir aller chercher deux, trois victoires minimum consécutives. Et en plus, on l'avait reçu et il le disait clairement que lui, bah, il avait une vie à côté, qu'il travaillait en plus de nuit, donc c'était vraiment par période qu'il pouvait combattre parfois. Donc voilà, en espérant qu'il va pouvoir revenir et vraiment aller combattre au plus haut niveau, parce que pour moi, c'est ce qu'il mérite et c'est très sincère. Ouais, ouais, ben, il mérite. Et comme tu dis, 33 ans, tu prends un rouge. C'est-à-dire que si tu revises derrière cette fameuse organisation qui est l'UFC, ce qu'il visait, bah, il faut au minimum signer 3 4 victoires. Ouais. Et voilà, là, ça commence à être difficile. Excusez-moi. Désolé, ouais, ça commence à être difficile. Et pareil, en plus, tu sais, je regardais, tu sais, il me semblait qu'il avait pris un KO et je ne retrouvais pas aussi le KO qu'il avait pris. Et le seul KO qu'il avait pris en carrière avant ça, c'était en septembre 2023 contre Lucan Martins au Brave. Et en fait, la décision, elle a changé parce que Lucan Martins, il Il a a été été contrôlé positif.
contre les positifs. Et avant ça, il n'a jamais été mis KO ni finalisé. Vous voyez, souvent, on dit, ouais, l'effet du dopage et tout. Mais imaginons, alors je ne dis pas que c'est le cas, mais avant ça, il n'avait jamais été finalisé. Et ma question, c'est de vous dire, mais imaginez désormais, un gars dopé, il vient, il vous met un KO, et derrière ça, vous reprenez un KO. Et en fait, le mec dopé, bah, en gros, il vous a niqué pas entre guillemets niqué votre carrière, mais il a tapé votre capital santé. Et le gars derrière, il s'en tire juste avec quelque chose qui est passé, d'une défaite qui est passée négatif à positif. Alors que la réalité, c'est quand même beaucoup plus grave que ça, quoi. Et c'est parce que potentiellement, ce KO qu'il a pris contre ce mec dopé, ça a laissé des séquelles. Et est-ce que si le mec n'avait pas été dopé, il aurait pu le mettre KO? Pas sûr. Et donc, du coup, je trouve que les décisions parfois qu'on prend contre les mecs dopés, elles sont même pas assez Ils sont pas fortes. assez, ouais, ils sont pas assez exemplaires ouais. Parce que ça peut vraiment changer le cours Du combat. d'une carrière. Bah, d'une carrière même entière, tu vois, Ouais. vraiment. Donc, voilà, en tout cas, Tu peux passer en confidence, Mika, maintenant que t'as fait plus d'une trentaine de combats, est-ce que tu t'es déjà dopé? jamais, Yeah. Tara, en plus, tu dis ça comme si, comme si- Est-ce que t'as déjà triché jamais. est-ce que t'as déjà triché sur une pesée avec la technique de la serviette? Non, même pas, mais je connais quelqu'un qui l'a fait. Et Qui dis-toi qu'en France, à chaque fois que j'ai combattu en France, j'ai toujours été testé et bah, c'est toujours ressorti négatif. Et le seul combat où j'ai pas été testé, c'est le dernier combat contre Amine. Ok. Et ouais, donc du Voilà. coup, Et aucune par triche au contre, niveau de... Ouais. ouais, j'ai déjà combattu des mecs qui ont été dopés, Des Français? un Français, ouais, qui a été sanctionné. Ah ouais. Il est toujours ou pas le Français? Bon, là, il va recombattre, ça sert à rien de dire son nom, mais ouais, ouais, là, il va recombattre De toute manière, normalement. il y a une chose qui est très claire et qui est accessible à tous. Vous allez sur AFLD, dans la rubrique Exactement. discipline et attends, je vais essayer de le regarder en direct. Mais en tout cas, voilà, c'est accessible à tous. Et voilà, en tout cas, vous pouvez voir ceux qui trichent. Parce que ceux qui trichent, bah, c'est pas bien de tricher. Vous tapez AFLD. Et en fait, c'est dans... Ah, je sais plus, il n'y a plus la rubrique. Mais voilà, en tout cas, vous allez sur le site. Et voilà, c'est visible par tout le monde, hein. Et donc voilà. Et il y a même il y a pas que le MMA, hein. Il y a même ceux qui font par exemple, je sais pas, du CrossFit, le rugby à 7. Il y a vraiment tous les sportifs français et les sportives voilà, qui sont là-dedans. Voilà, c'était une petite discrétion. Donc tu peux Exactement. revenir au combat contre. Et, bah non, mais voilà, maintenant le main event, Axel Solar, Riles Soudela, bah, je pense qu'on a eu la meilleure version de Riles Soudela. J'ai un Riles qui pour moi prend le round 1 et round 2. Il y a un fait de combat, c'est que le round 1, Axel Solar reprend un don sur des phases d'anglaise, un peu un bis repetita de ce qui s'était passé avec Daguerre Mavov, Ouais. sauf que là, il met beaucoup plus de temps à revenir dans le combat. Et on a un Riles qui, pour moi, prend clairement le round 2 aussi, capitalise sur est meilleur, plus précis en boxe, met les frappes les plus significatives, crée plus de dommages, a une présence, une meilleure gestion des distances. Et on a Axel Sola, par contre, qui, au fur et à mesure du deuxième round, on le sent déjà un peu revenir. Et au troisième round, effectivement, on a un round très équilibré. Franchement, le troisième round est très équilibré, mais légèrement en faveur de Axel. Et le 4 et le 5 basculent clairement en faveur d'Axel. Ce n'est pas non plus une domination outrageante, mais c'est une domination de Axel. Et grosso modo, à la fin, moi, j'avais 2 rounds pour Odella et 3 rounds pour Axel Sola. Je crois que les juges, il y en a un qui voit la même chose que moi et il y en a 2 autres qui voient un round pour Odella et 4 rounds pour Axel Sola. Après, je trouve que c'est un peu sévère. Le round 2, franchement, je ne vois pas comment on peut le donner à Axel, mais voilà, il faudrait que je regarde le combat. Et peut-être même, tu vois, que j'aurais pas trouvé que ce soit un vol, que le round 1, tu mettes un 18 pour Odella, parce que quand même, il y a eu vraiment, vraiment beaucoup de. De Le dégâts. down, plus pas mal de dégâts de la part d'Odella, ouais. Donc, tu vois, à la fin, je me suis peut-être dit, s'ils avaient scoré le round 1, 18, plus le deuxième 19 pour Odella, on aurait presque pu mettre draw et avoir vraiment un bis repetita de ce qui s'était passé contre Daguerre. Ouais. Daguerre, pour mémoire, il avait pris le round 1, 18 et le round 5, 19. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a été un beau combat avec la meilleure version de Riley Soudela.
Axel Sola qui s'est fait cueillir d'entrée et voilà, qui montre encore une fois qu'il est très fort, qu'il arrive à revenir dans le combat malgré le fait qu'il soit touché, etc. Donc, sur sa capacité d'adaptation, sur sa capacité de survie, sur la capacité à faire les bons choix, même dans le dur, bah, ça, c'est incroyable. C'est un combattant hors norme. 100%. Maintenant, attention quand même en anglaise. Je trouve qu'il prend beaucoup de coups là, sur ses derniers combats, Sola. Et il ne faudrait pas qu'il arrive dans la big league en ayant un capital santé qui soit touché parce que le plus dur reste à venir pour lui. C'est-à-dire que effectivement là, il fait déjà des combats durs, mais il ne faut pas non plus qu'il s'abîme de trop parce que derrière, il va devoir être en Ouais. bonne forme pour aller accueillir ce qui se fait de mieux au monde. Et souvent, encore une fois, je le dis, on a tendance à, et c'est surtout toi qui le dis en plus, AB, attention à pas surcoter nos combattants, ils sont très forts, et ça c'est une réalité, il est très Mhm. très fort. Maintenant, c'est clair que quand tu vois la prestation, les dernières prestations qu'il a pu faire, moi, c'est vrai que j'ai du mal à comprendre qu'on puisse dire aujourd'hui qu'il a le niveau de top 15 de la catégorie 70. Ouais. Par contre, oui, il a le niveau, ça c'est clair, pour moi, il a le niveau UFC, c'est-à-dire que vous le mettez dans le roster UFC, c'est clair et certain il a le niveau, il l'a montré. Par contre, je pense pas encore qu'il soit prêt pour aller affronter le top 15 de l'UFC. Bah, il y a des niveaux dans ce jeu, comme on dit, et forcément, on n'arrive pas directement au top 15, à part dans les catégories comme à l'époque, quand Volkanos Demir, il avait signé directement contre Saint-Preux. Bon, voilà, c'est différent. La problématique, c'est que soit on surcote, soit on descend. Il n'y a pas de juste milieu. Tu sais, je me rappelle d'un podcast à l'époque, et j'avais entendu quoi? C'était quand Baki, il avait fait son combat à Arès, je crois qu'il était à 5-0, c'était contre Bobby Palette. Je te jure, j'ai entendu quoi dans le podcast? Baki top 5 UFC welterweight. Et en fait, la problématique de ce que j'entends, déjà j'écoute beaucoup de podcasts, mais tu sais, sur différents sujets. Dans le MMA, j'en écoute que très peu parce qu'il n'y a pas beaucoup de qualité, il n'y a pas beaucoup d'analyses, je trouve, pertinentes. Et la problématique, que j'ai l'impression que sur certains médias, on veut dire des choses pour plaire aux combattants. Je te jure, vraiment, on dit des choses pour plaire aux combattants. Nous, heureusement ou malheureusement, et c'est une réalité, j'ai déjà parlé avec certains combattants ou avec certains proches de combattants, et ils m'ont fait comprendre que voilà, ça ne leur avait pas plus que toi t'avais dit ou ce que moi j'avais dit. Et du coup, bah, finalement, le combattant il nous unfollow ou il refuse de venir dans le podcast. Mais après, voilà, ça c'est tant pis ou tant mieux. Nous, ça nous fait rien. Mais en fait, moi, ma règle première, c'est de ne pas blesser ou vexer. Mais maintenant, lorsqu'il y a une contre-performance qui est faite, on doit avoir les mots justes. Moi, demain, le premier, je fais une contre-performance. Il y a un podcast qui en parle. Si j'ai fait une bonne chose, ils le disent, tant mieux. Si j'ai fait une mauvaise performance, ils le disent. Bah, c'est comme ça après. Et ça va me permettre, moi, de me remettre en question, d'écouter aussi d'une autre oreille les erreurs que j'ai pu faire. Et en fait, la problématique, c'est ça. Et encore il y a quelques jours, mais ça, on y reviendra, il y a un podcast où je vois Oumar Sy, meilleur combattant français, pour l'interrogation. Je comprends qu'on veut faire du putaclic. Mais à un moment donné, il faut être un peu cohérent. Quand on a Cyril Gane aujourd'hui qui est numéro un ou numéro 2 qui a été champion intérimaire et qu'on a Nassourdine qui est numéro un des moins de 84, c'est pas cohérent. Tu vois, voilà. Donc après, pour revenir à Axel Sola, maintenant, j'ai vu qu'il a été beaucoup critiqué par rapport à sa performance. On peut pas non plus juger Ouais, mais aussi ça, un, c'est difficile. Ouais. on peut Parce pas, que. ouais. Non, non, vas-y, je te laisse finir, Ouais, excuse-moi. en fait, on peut pas juger non plus, on va dire, une un combattant a une seule performance. Faut voir l'ensemble de sa carrière. Et vraiment, pour moi, que cela, il a un potentiel d'aller au plus haut niveau. On l'a suivi, nous, sur sa carrière IMAF. Il avait à peine moins de 5 combats, qu'il affrontait déjà des gars qui étaient, voilà, qui avaient, il a affronté des combattants avec plus d'une vingtaine de combats. Tu vois, vraiment, c'est quelqu'un qui a, je trouve, une maturité de combat. Forcément, il y a toujours des failles. Et après, aujourd'hui, enfin, le samedi soir, il est tombé sur un Gilles Oudella qui a été galvanisé, qui combattait à domicile. Donc forcément, je pense pas qu'on peut remettre en doute son niveau. Maintenant, c'est clairement, on peut pas dire qu'il a le niveau au top 15 du UFC. Pourquoi? Parce qu'on l'a pas vu à l'œuvre contre les top 15 de l'UFC. Après, il va falloir, on va dire, qu'on trouve le juste milieu, en tout cas, sur les performances de nos Français. Et qu'on arrête de toujours se dire, il est à un combat de l'UFC, il est à deux combats de l'UFC, parce que il y a un an jour pour jour, on combattait nous à l'Adidas Arena et Axel Sola faisait son combat contre Daguerre. Et ça faisait peut-être un ou deux combats avant. À chaque fois, on entendait, ouais, c'est son dernier combat avant l'UFC. Mais les gars, vous êtes pas les matchmakers. Vous n'êtes ni en contact avec le matchmaker, ni en contact avec son manager. Donc, en fait, je trouve qu'on a trop cette facilité-là à dire, ouais, il va signer à l'UFC. Je crois que le dernier Français qui a signé à l'UFC, justement, je crois que c'est Omar Sy.
Et sinon, en tout cas, jusqu'à présent, mis à part les Dana White Contender Series, on a eu Islam Asraf qui avait tenté sa chance la saison dernière, on a eu Mathieu Leto Duglo, mais sinon, il n'y a pas eu de signature, à part s'il y a un short notice. Donc je pense qu'il va falloir, ouais, à un moment donné, qu'on soit un peu plus objectif et que, surtout, nous, on va dire, on a un rôle d'éducation, que ce soit les médias ou même les combattants. Et ouais, je trouve que la plupart des médias, j'ai l'impression qu'ils veulent dire des choses pour plaire aux combattants ou pour, je sais pas, mais je trouve que c'est pas fondé. Et je trouve ça vraiment ridicule. Et c'est eux les premiers après à descendre derrière les performances. Donc ça, je trouve ça un petit peu dommage, quoi, de, voilà, ça part un petit peu en cacahuète. Voilà, Mika. Bah ouais, j'ai pas non, mais j'ai pas grand-chose à dire de plus. C'est vrai que il y a un petit côté yes man autour des combattants parfois de la part des médias, peut-être pour faciliter les interviews, les retours ou autre, je sais pas. Maintenant, comme tu l'as dit, l'essentiel, le plus important, c'est de faire une critique juste dans le but de pas vexer ou autre. Mais clairement, en tout cas, la prestation, elle est quand même hors du commun si tu reviens encore une fois, il revient de l'enfer, il revient des abîmes, que c'est ce que j'explique, c'est que là où je mets le doigt et quelque chose de positif, c'est qu'il arrive à faire les bons choix même dans le dur. Ça, c'est incroyable. Maintenant, il y a des vrais axes d'amélioration. Et aujourd'hui, si on doit juger du niveau sur les dernières performances, c'est vrai que je ne pense pas qu'il ait le niveau top 15 actuel de l'UFC. Non, mais Maintenant, on a tu vois, Mika, excuse-moi, juste pour répondre à ça, mais tu vois, même ça, en fait, c'est même pas une discussion qui a lieu d'être. Et je parle pas de toi, je sais qu'on va dire, on ouais, reprend je ce qu'on sais, entend. C'est qu'en fait, exactement. lorsqu'on Moi, signe à je fais. l'UFC, surtout dans un roster comme celui des lightweight, je ne sais même pas ils sont combien. Donc, en vrai de vrai, jamais il ne rentrera directement contre un top 15. Il va devoir faire ses preuves, comme par exemple William Gomis, il grimpe les échelons petit à petit. Et comme tous les combattants d'ailleurs. Donc, je comprends même pas, en fait, pourquoi cette question, elle est, tu vois. Mais bon, je En fait, c'est te. parce qu'en interview, tu as des gens qui le disent. Je ne sais plus si c'est dans son entourage ou pas, mais c'est une question qui avait été soulevée. Et on a dit, ouais, il a le niveau top 15. Donc, c'est pour ça, je C'est pense des que. malades, les gens. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, comme je le dis, moi, je l'ai trouvé assez difficile avec lui-même en fin d'interview. Après, je pense que c'est quelqu'un de très froid. Et dans un premier temps, après une victoire, je pense que avant même de faire un retour sur son combat, même si c'est hyper important d'avoir un regard critique sur la performance qu'on vient de faire, c'est déjà de savourer la victoire. Donc, je souhaite de la savourer, je souhaite de remanger correctement, enfin, de Mais se tu faire vois, mais plaisir. juste Mika, la réaction qu'il a eue, pour moi, ça, c'est la marque des champions. Vraiment. Tu Ouais. vois. Mais pour le coup, il a été même un peu dur avec lui, tu vois. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, comme je le dis, je pense par contre qu'il a le niveau UFC. Et comme tu le dis, c'est arrêter de croire que s'il signe à l'UFC, c'est directement pour aller affronter Makhachev ou Topuria. Donc, regardez Pimblet et regardez le parcours de Pimblet à l'UFC. Et il a eu 4 5 combats pour se faire tranquillement. Et là, maintenant, effectivement, on est sur un Pimblet 2, 3.0 et on parle de lui comme quelqu'un qui potentiellement pourrait aller dans le top 5 de l'UFC. Donc voilà, je pense qu'il faut regarder les choses en regardant un peu comment les étrangers font et arrêter de toujours comparer aux champions de la catégorie. C'est pas parce que vous êtes à moins de 93 qu'il faut qu'on compare aujourd'hui la performance à moins de 93 de Oumar face à comment ça s'appelle Kalaev. Ouais, voilà, c'est ça. Arrêtez tout de suite de regarder le champion. Entre déjà, quand vous êtes à l'UFC, il y a un step avant d'aller dans le top 15. Et une fois que vous êtes dans le top 15, il y a le top 15 à top 10, le top 10 à top 5, et ensuite top 5 à top 3, et ensuite vous avez les trois. C'est des steps dans les steps. Il faut arrêter de croire que. Et je vous assure que les différences de niveau dans ces steps, elle est déjà énorme. Donc, je suis d'accord avec vous pour avoir une analyse critique, mais il faut avoir l'analyse juste quand ils gagnent et l'analyse juste quand ils perdent. Parce que c'est un peu l'extrême à chaque fois. Quand ils gagnent, c'est les Ouais, mais champions du monde. c'est Quand exactement ils ça, et c'est ce perdent, qui est dommage, ouais. ouais, ça, c'est dommage. Ouais, donc, en tout cas, non, voilà, en tout cas, Axel, on lui souhaite le meilleur, hein, et forcément, c'est vrai que sur papier, lorsque j'entendais que ce combat il allait se faire, je me disais, bah ouais, qu'il y avait en tout cas plus de probabilité qu'Axel puisse faire une belle performance. Maintenant, comme tu l'as dit, hein, ça c'est un petit détail pour moi qui est important, c'est qu'il arrive à faire les bons choix. Même lorsqu'il se prend un knockdown, il essaie de la faire à 2 reprises. Et franchement, pour moi, ça c'est des facteurs qui montrent en tout cas qu'il a le potentiel pour aller loin. Maintenant, il a une bonne équipe. Il est avec Aldric, il est bien entouré. Donc moi, je m'inquiète pas pour lui. Mais voilà, un combat reste un combat et c'est les styles qui font les combats. Donc voilà, peut-être que si Gilles Oudéla, par son envergure, par sa manière de boxer, c'est pas un combat Ouais, qui mais l'a. il était prêt. Ou dès là, il était prêt. Franchement, on peut dire ce qu'on veut.
on avait un Oudela vraiment fort ce soir-là. On avait peut-être la meilleure version d'Oudela et vraiment, donc c'est pour ça. Non, non, ils ont fait un beau fight, un fight qui marque encore une fois un peu plus la légende de Sola Juarez parce que c'est une quatrième défense de titre. Il y a eu le match nul contre Daguerre, puis derrière trois victoires. Donc non, non, il marque un peu plus son territoire et félicitations à lui. Le seul point un peu négatif vraiment que je dis, attention à préserver son capital santé avant d'arriver dans la big league, parce que en général, quand vous arrivez dans la big league, c'est quand même un peu plus dur Mhm. que les combats qui vous sont proposés sur les organes intermédiaires. Et c'est pour ça, même parfois, les combats qu'on vous donne à l'UFC, quand vous entrez à l'UFC, ils sont parfois même plus simples que d'aller faire une défense de titre dans une organe intermédiaire. Donc, à éviter de faire des vraies guerres comme ça parce que vous avez des gars comme Oudela qui sont là justement pour vous tuer et qui, eux, c'est un peu entre guillemets le combat de sa vie, tu vois. C'est-à-dire qu'il vient pour prendre de la ceinture. Et alors que le champion, lui, entre guillemets, c'est un combat comme les autres dans le sens où il défend sa ceinture. Et l'autre, il veut lui arracher sa ceinture. Donc, c'est un peu attention à ça. Mhm. C'est la seule chose que j'ai à dire. Ouais, Mika, bah écoute, moi ce soir-là, j'étais au duel à Chambéry, c'est la quatrième édition, et on en avait parlé. Et franchement, c'est une organisation qui monte petit à petit. Pour la quatrième édition, franchement, ils ont fait fort. C'était au phare de Chambéry, c'était une grosse salle, et sincèrement, j'avais l'impression d'être dans un Adidas Arena, mais un peu plus petit. Et vraiment, j'étais un petit peu impressionné quand même de commenter dans une salle comme ça. Et non, les combats, ils étaient top, ils étaient équilibrés. Il y a un combat qui m'a vraiment fait, je veux dire, ouais, qui m'a vraiment fait kiffer. C'était entre Théo Meurice et Boubacar Oumarou Diakité. Bah, déjà, Théo Meurice, on ne le présente plus, hein, c'est 18 victoires pour 5 défaites. Et Boubacar, je ne le connaissais pas du tout. Il avait 5-1, donc il faisait son septième combat. Et je te jure, c'est vraiment un combat qui aurait pu partir, en tout cas, la décision, elle aurait pu partir d'un côté comme de l'autre. Une super bonne lutte, une maturité de combat, une gestion de l'effort, et je te jure que le niveau amateur, et même je pense que Théo Meurice il était même surpris dès les premières minutes parce que il avait un beau body lock qui passait très rapidement dans le dos. Il avait des très belles transitions, de très beaux takedowns, Boubacar Omarou. Mais après, voilà, Théo Meurice, on va dire, avec son expérience avec son expérience, il a su, on va dire, se faire respecter au fil des minutes et reprendre le dessus. Mais pour être honnête, hein, en plus, je sais que les critères de notation, elles changent beaucoup, enfin, elles changent, elles évoluent plutôt avec la FMMAF. Mais très honnêtement, s'il avait gagné, j'aurais pas dit que c'est un vol. Et après, en main event, il y avait Anthony Nantois, que j'avais déjà vu, bah, d'ailleurs, qui avait affronté Bafodé pour la ceinture de l'AEC. Et là, il prenait William Loussala. Franchement, un beau premier round, très bien géré. Et parce que j'avais été au PES sur son dernier combat, et c'était une contre-performance. Et c'est vrai que je l'avais pas trop reconnu. Et je trouvais que techniquement, c'était très limité. Et là, j'ai vu qu'il avait vraiment fait les réajustements qu'il fallait. Et surtout dans le premier round, j'ai été très surpris. Une belle boxe en ligne, une belle gestion des distances et très patient. Il a su annihiler, entre guillemets, ouais, les tentatives de lutte que son adversaire lui mettait, tu sais, en mettant le overhook, en rentrant les genoux au corps et en mettant des pivots. Et franchement, ouais, il a gagné, il a su faire le show. En plus, je crois que c'était un petit peu chez lui, donc il était vraiment acclamé. Non, c'était un bel événement. Et la particularité, Mika, c'était, tu sais, comme à l'image de Twitch, ils se sont inspirés qu'en fait, là, les auditeurs, les spectateurs, ils avaient la possibilité de faire des dons. Pour les combattants, pour soutenir quelques combattants, donc je pense que c'est une bonne chose, hein. C'est un format qui marche bien avec les plus grands streamers du monde, en France notamment aussi. Donc voilà, c'est innovant et j'aime bien moi ceux qui innovent, ceux qui essayent, ceux qui tentent de nouvelles choses, et c'est ce qu'ils font en fait Charles et Thomas du Duel. Donc non, je pense qu'en tout cas c'est une organisation qui va vraiment être référence pour les amateurs. Et d'ailleurs ils sont de retour à Albertville en octobre pour la cinquième édition. Et ils respectent les combattants et ça c'est une chose que j'aime bien. Donc voilà, Mika. Et Bah, d'ailleurs écoute, la rediff elle est toujours disponible sur la chaîne, hein. Donc ceux qui veulent aller voir, c'est toujours en ligne. Donc voilà, Mika, on peut et passer à la suite. ensuite, ouais, ensuite, bah, on avait un Français qui combattait sur la carte de l'UFC en Géorgie, à Atlanta. Et ben, un peu la douche froide, pour être honnête.
Douche froide parce que on voyait tous ce combat. Alors c'est là aussi où même moi, hein, je voyais ça un peu comme une formalité pour Marcy face à Menifield et je minimisais pas hein, les performances de Menifield. Je savais que Alonso c'était solide, je savais que ça frappait dur, etc. Mais au vu du bagage technique de Oumar, de ce qu'il avait montré, des dernières performances de Manifield contre Carlos Hulberg ou Azamat, voilà, je pensais vraiment qu'il allait avoir la place au sol, notamment sur les phases même de striking. Il y avait quand même beaucoup de place parce que lui, il est quelqu'un d'assez petit, trapu, qui est obligé Mhm. d'engager les combats. Donc, je pensais vraiment que Oumar, ça allait être un combat pas facile parce que quand vous rentrez dans le top 15, mais que c'était le profil qui allait faire briller Oumar. Et voilà, et je pense que ça, tout le monde a vu, enfin, pour ceux qui ont vu le combat, on a bien vu ce qui s'est passé. On a un Oumar qui a pas su faire le combat, qui n'a pas su emballer le combat. Il a réussi à gagner le deuxième round. Il a fait le taf qu'il fallait pour assurer le deuxième round. Malheureusement, on a un premier round qui est très serré. On a un troisième round qui est très serré. Et en fait, dans le langage corporel et dans les manières de mettre de l'intensité dans le combat, Menifield a été meilleur. Je suis même pas sûr qu'il touche plus que Oumar. C'est ça le pire, c'est qu'en termes de touche, de frappe significative, etc., je suis même pas sûr qu'il y ait une vraie comment dirais-je, différence entre les deux. Mais dans l'attitude, en fait, Menifield, il paraissait plus conquérant. Et en fait, dans les frappes qu'il donnait, on sentait qu'il avait plus la volonté d'aller à la bagarre. Il y a eu deux, trois fois où voilà, il a mis des frappes un peu significatives, mais sans plus. Et la réalité, c'est que je pense que ce qui a payé, ce qui a coûté le round un et 3 à Oumar Sy, c'est l'attitude. Un peu nonchalante, un peu à la Moussassi. Je gère le combat, je gère mes distances et j'en fais un peu le minimum pour gagner mon combat. Et, euh, et je pense que ça lui a coûté cher. Et voilà, mais clairement, je pense qu'il s'en voudra. Après, je crois qu'il a déjà fait un post là-dessus pour dire que c'est frustrant et qu'il n'a pas réussi à être lui-même dans le Mhm. combat. Et je crois que c'est un peu ça. Hein. Et quand tu regardes le combat, tu vois bien qu'il ne prend pas les risques, il Ouais, relance pas le score. Et malheureusement pour lui, bah, il laisse filer la victoire. ouais, il a pas été dominé, ça c'est sûr. C'était un combat où bah, il a été un petit peu timide. Après, voilà, pour aussi répondre aux critiques générales, c'est comme ça dans une carrière, il y a des soirs où on n'est pas dedans. Et ça, c'est des choses qu'on ne peut pas expliquer. Après, voilà, on se doit justement d'être présent chaque soir. À l'heure où on rentre dans la cage, c'est le jeu. Maintenant, ouais, il effectuait son troisième combat, donc c'était un combat pour un ticket pour le top 15. Moi, pour être honnête, la dernière performance qu'il avait fait à l'UFC Paris, on va dire que c'est celle-là que je le comptabilisais vraiment, parce que son premier combat en fait à l'UFC c'était contre Tuko Tokos, et c'était un 84 qui était monté en short notice, donc il avait étranglé assez rapidement dans le round 1, il avait installé son jeu et tout, et le combat à l'UFC Paris contre Dawood Jong là, c'était un gars qui était assez expérimenté à l'UFC. J'étais un petit peu resté sur ma faim pour être honnête. Après, j'avais mis ça sur le compte de l'entorse qu'il avait eu en plein combat. On l'avait déjà reçu en podcast, il disait qu'en fait sur un calf kick il se fait une entorse. Donc combattre avec une entorse, c'est vrai que ça peut, voilà, ça peut vraiment en tout cas nous mettre sur le reculoir. Après là, c'était on va dire un combat où voilà, il passait d'un step. Déjà stylistiquement, on sait que Oumar c'est quelqu'un qui exprime beaucoup son jeu au sol. Là, il avait un Minifield qui était bas sur ses appuis, donc c'est très compliqué de changer de niveau, ou même d'aller chercher en fait une single leg ou une double leg, ou même contre la cage, hein, d'aller lutter un gars qui est beaucoup plus petit et beaucoup plus tassé. Pourquoi? Parce qu'il a un centre de gravité plus bas. Lui, il avait des cuisses épaisses, donc voilà. Techniquement c'est plus dur. Après, c'est vrai que il a été passif. En fait, il a été plus sur la défensive qu'autre chose. C'est-à-dire qu'en fait, En fait, il- Et tu sais, comment? moi, j'étudiais à l'UFC Paris, mais je pense que les gens qui connaissent pas Oumar, ils ne savent pas forcément. Mais Oumar, c'est quelqu'un de patient, qui saisit l'opportunité. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui vient quand il sait qu'il est sûr à 100%. C'est pas quelqu'un qui prend des risques ou un action fighter. Hein. C'est quelqu'un Ouais. d'intelligent. Il suffit de regarder ses combats. Et c'est vrai que bah là, malheureusement, comme il n'y avait pas des grosses failles dans le jeu d'Alonso et qu'en plus, il était difficile à gérer du fait de son explosivité,
Bah, en fait, c'est un peu un bis repetita de Bercy, sauf qu'à Bercy, il y avait plus de failles dans le Ouais, jeu de après, son il adversaire. avait réussi, on va dire, à un moment donné, à amener le jeu au sol à Bercy. Et en fait, là, sur la distance, il était bien dans la distance pour défendre. Mais vu que lui, c'est quelqu'un qui va pas forcément beaucoup striker, malgré qu'il a une putain de grande allonge, je crois que c'est l'une des plus grandes allonges dans la catégorie. Et c'est dommage, moi, je trouve qu'il s'en sert pas assez, parce que même lorsqu'il jabait, parfois, ça passait. Il a des beaux chips, il a des beaux genoux. Et moi, pour être honnête, j'avais un petit peu hâte aussi de voir ce qu'il avait pu peaufiner à l'American Top Team parce que ça fait maintenant plusieurs camps, donc plusieurs mois qu'il y travaille. Et c'est vrai que voilà, on n'a pas vu réellement ce qui valait. Il était trop sur la défensive. Il a trop en fait respecté, je pense, la puissance de Minifield. Après, voilà, ça arrive, hein, et mis à part, on va dire, analyser la performance et dire ce qu'on vient de dire, j'ai pas vraiment d'autres choses à ajouter. Mais on en a parlé déjà, on va dire que le problème de nous les Français, c'est qu'on soit en surcote, soit en sous-cote, il n'y a pas de juste milieu. Mais après, voilà, en termes de performance, bah, il s'est exprimé sur ses réseaux, Oumar. Donc voilà, c'était un jour où il était pas présent, tout simplement. C'était un jour où il était pas présent. Mais après, quand même, je tiens à dire qu'avec le style qu'il a, et après, avec la corpulence qu'il a, je trouve qu'il a aussi d'autres armes à montrer plutôt que le sol. Parce que Oumar, c'est quand même qui excelle au sol. Et vraiment, moi, pour avoir tourné plusieurs fois avec lui il y a de nombreuses années maintenant, lorsqu'il est dans le dos, il est chiant. Vraiment, il est chiant, il est difficile c'est difficile de faire d'avoir Omar dans son dos. Maintenant, c'est assez dommage qu'il ne s'exprime pas assez dans sa boxe. Et c'est vraiment ça, moi, on va dire l'axe d'amélioration que je trouve chez lui, c'est que bah, déjà pour imposer sa lutte, il faut masquer, il faut mixer. Et le fait qu'il boxe pas assez, comme tu as dit, c'est quelqu'un qui va être patient et opportuniste. Et le problème, c'est que vu que Menifil, il donnait pas, entre guillemets, assez à manger, bah forcément, Omar, lui, il trouvait pas le bon timing, il trouvait pas, il attendait. Et bah ça fait qu'après, ça a donné ce que ça a donné. Donc, ouais, je pense qu'il a vraiment d'autres armes à montrer, d'autres armes à montrer. Il est bien entouré, c'est quelqu'un qui va au charbon. Voilà, quand je dis qu'il a été à l'American Top Team, pour moi, il sort vraiment de sa zone de confort. Mais voilà, je trouve qu'il a d'autres choses à montrer et c'est dommage qu'il s'en sert pas. Il a une bonne allonge, il a une belle boxe, mais il boxe pas assez. Et voilà, moi c'est vraiment en tout cas les remarques que je peux dire quoi. Bah, voilà. Ensuite, bah, petit mot quand même pour le Suisse, Anjouza qui a combattu aussi contre Filro et qui s'est incliné au troisième round par KO TKO. Mais voilà, Il a eu ses c'est moments forts en plus aussi dans le combat. il a eu des moments forts et surtout, il n'a jamais de combat très facile aussi, hein. Ouais. Il revenait d'une défaite à la décision contre Gabriel Bonfim. Donc, franchement, il n'a pas des gars faciles. Bon, voilà, force à lui et j'espère qu'on le reverra bientôt dans la cage. Et enfin, le main event, quand même un petit mot là-dessus. Bah, rien à dire, masterclass de Ousmane. On voyait Le bien que retour c'était de un, vieux père. ouais, on voyait bien que c'était un combat qui pesait hein, sur psychologiquement. Il a pleuré, il a dit qu'un jour peut-être il reviendrait sur toutes les épreuves qu'il a dû surmonter. Mais revenir à 38 ans face à un Buckley ultra puissant qui est, on va dire, full confiance actuellement. Je crois que Buckley, il était sur 5 victoires consécutives hein, dans la KT. Ouais. Il était Donc, sur 6 victoires victoire consécutives. consécutive. Ouais. Et la dernière, c'était quand même contre Colby Covington. Donc, bah non, c'est juste incroyable. En plus, c'est une mastercard, Ouais. une masterclass. On a retrouvé un Ousmane qui mixait, qui boxait, qui feintait, qui allait au sol assez facilement et surtout qui a mis un gros grand and pound. Il m'a fait kiffer sur ses phases au sol. Donc, félicitations à Ousmane. Ouais. Et en vrai, même si je pense que ça va être compliqué pour lui d'aller refaire un run pour la ceinture, mais en tout cas, il montre bien qu'il est dans le top 5 et il n'est pas prêt de se déloger du top 5. Bon, bah, ouais, comme t'as dit, c'était sa dernière performance. Enfin, son dernier combat, c'était en 2023, le 21 octobre, contre Ravlat Chimaev. Et il essuyait 3 défaites consécutives, 2 contre Leon Edwards et une contre Ravlat Chimaev. Et bah, comme tu l'as dit, Buckley, lui, était un vainqueur de cas jusqu'à présent chez les welterweight. Moi, sa dernière performance contre Colby Covington, la manière dont il a su défendre la lutte et contre-attaquer, elle m'avait surpris. Et j'avais pas vraiment d'avis. J'avais du mal, on va dire, à voir comment ce combat, en tout cas, à visualiser l'affrontement entre les deux. Et est-ce que j'ai été surpris d'Ousmane? J'ai surtout été content pour lui. Parce que comme tu l'as dit, il était très émotif. Il a dit que voilà, il a survécu. Voilà, il a vécu des épreuves depuis tout ce temps. Et en plus, on parlait beaucoup de ses genoux. Là, voilà, il a montré qu'il était en forme. Et ce qu'il a fait, ben, je trouvais que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu faire.
Parce que ses dernières performances, souvent, c'était beaucoup de catch control. Il amenait beaucoup le combat depuis le catch control. Et là, il plongeait dans les jambes. Il mixait, comme tu as dit, il boxait, il cadrait, il faisait vraiment des choses basiques. Et Ça, en fait, on a eu un Ousmane d'avant qui gagne la ceinture. C'est-à-dire, on a eu le Ousmane qui est parti gagner la ceinture. Après, Ousmane, il a commencé à changer à partir du moment où il était champion, il défendait la ceinture. forcément, ouais, c'est comme un peu genre c'est un pire, tu sais, il y a d'autres manières, j'ai envie de dire, une fois que tu dois te défendre, c'est plus peut-être de la gestion, comme on l'avait aussi avec John Jones. Et même avec Adesanya, tu voyais bien que sur ses dernières défenses de titre, c'était plus, il était là pour gagner les rounds, pour gérer, tu vois, mais il y avait plus cette recherche-là d'aller finir, j'avais l'impression. Et donc ouais, voilà, de voir Ousmane en tout cas mixer et aller aux jambes de cette manière-là et installer un ground and pound, franchement ça m'a fait plaisir. Après Buckley, je sais pas s'il a été absent, je sais pas s'il a été il a le stress il a bouffé parce que c'était un gros rendez-vous et c'était vraiment on va dire un combat qui allait le propulser à un autre level. Déjà comme Covington, je trouve que c'était du très solide, il avait battu Stephen Thompson aussi. Là, Kamaru Usman, c'était vraiment un combat parce qu'on parle de l'un des plus grands welterweight de l'UFC. Donc c'était vraiment un combat qui allait le propulser et j'ai techniquement c'est pour moi il a vraiment fait des grosses erreurs surtout lorsqu'il se fait emmener au sol dans le premier round. Il commence à vouloir défendre, aller contre la cage et après il accepte, il se met dos au sol et il ferme la garde. Et vraiment pour moi ça c'est des erreurs que tu ne peux pas faire à ce niveau-là. De fermer la garde, ça arrange en fait Ousmane parce que lui il est dans la garde, il frappe, il met son grand and pound. Donc voilà, j'étais un petit peu aussi peut-être déçu aussi de la performance de Après, Buckley. Leclerc, Ouais. il a beaucoup respecté Ousmane. C'est peut-être l'erreur aussi dans ce combat, c'est que je pense qu'il le respectait, il respectait sa légende. Et ça, c'est peut-être une erreur. Ouais, c'est ça, parce que même tu vois, les changements de niveau, il y avait du timing, forcément, il y avait de la vitesse, mais c'était pas le meilleur timing, ça partait un petit peu de loin. Après, c'est vrai que peut-être parfois, il mettait ce petit pivot qui perturbait peut-être Buckley, mais ouais, la défense de lutte, elle était absente, tu vois. En tout cas, ouais, est-ce que il a l'occasion de refaire un run? À voir. J'ai pas envie de parler, on va dire, à chaud. En tout cas, c'est vrai que ça fait plaisir et gros respect à lui pour revenir à 38 ans et après avoir surdominé la catégorie pendant un moment. Donc, non, ça faisait du bien de le revoir, quoi. Ouais, ça fait plaisir. Ensuite, cette semaine, on a eu l'annonce. Nous, on l'avait, pour être honnête, avec AB, on a décidé de pas la sortir. On n'est plus trop. Je sais pas Ouais, je pourquoi suis on l'a dans pas un... sorti. Moi, j'étais dans un autre mood, là. Je suis plus sur un mood de revenir dans la cage. J'avais la flemme de balancer un Et, croustillant. Mais c'est vrai que Mika, tu me l'avais dit avant que tout le monde sorte. Avant que ça il sorte, y ouais. avait donc Charrière qui affronte Nate Lander à l'UFC Fight Night le 12 juillet à Nashville. Donc, pour ceux qui suivent un peu, en fait, Nate Lander, c'est un gars de Nashville. Donc, c'est encore un défi hein, pour Charrière. Clairement, On s'en champion du M1, hein. ouais, c'est l'ancien champion du M1. Et en plus, pourquoi je le connais bien, Nate Lander? Parce que à l'époque où j'étais au M1, il était le champion des 66 kilos et Anthony Dizzy devait l'affronter Ouais. pour la ceinture des 66 kilos. Et Nate Lander, il a combattu deux fois lorsque j'ai combattu au M1 contre un gars qui s'appelle Victor Kolesnik. Les deux combats, c'était fini, je crois. Il y en a un qui était fini à la décision en 5 rounds. Et genre, je crois que les deux combats, c'était fait en 5 rounds. Bref, c'était deux guerres de malades. C'est des combats d'anthologie. Et Nate Lander, c'est quand même pas le gars le plus simple à gérer. C'est quelqu'un qui est dur au mal, qui a un cardio, qui perd par KO ou décision. Mais en fait, c'est quelqu'un qui va au bout de ses combats. C'est-à-dire que c'est vrai, pour aller chercher une décision avec lui, que ce soit dans la défaite ou dans la victoire, c'est compliqué, mais c'est quelqu'un qui donne tout. Et c'est pas forcément un cadeau, hein, clairement, que l'UFC fait Un Morgan, ouais. à Charrière. Par contre, c'est un combat qui peut faire grandir Charrière. C'est un combat dans lequel, bah là, Charrière, j'ai envie de dire, va devoir faire du grand Charrière. Après, on peut lui faire confiance. Il a l'air motivé. Il m'a envoyé un message et il m'a dit il va tout donner. Il m'a dit charbon, charbon, charbon. Donc, je pense qu'on peut faire confiance sur l'état d'esprit de Charrière. Je pense que son dernier combat, il lui a laissé forcément des stigmates. Mais c'est peut-être des choses, au contraire, qui vont faire qu'il va avoir zéro regret sur ce combat et qu'il va faire le nécessaire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'UFC lui fait pas trop de cadeaux non plus à Charrière, l'air de rien. Quand il est à l'UFC Bercy, bah, ça va, parce qu'on lui donne Zekini et Miranda. On va pas se mentir, c'est pas les gars les plus durs. Mais par contre, dès qu'il combat à l'extérieur de Paris,
Mariscal, Wood chez lui, Lander chez lui. C'est quand même, je trouve, franchement, c'est pas un cadeau qu'ils lui ont fait. Par contre, je pense que Charrière, je donne mon pronostic tout de suite, je pense qu'il va le faire. Je pense que c'est le combat dont il a besoin pour briller. En face, c'est un action fighter et je pense que Charrière, il va savoir avoir le répondant pour aller chercher une victoire face à lui. Et ouais, en plus, je pense que les deux, enfin, logiquement, chaque combattant veut gagner, mais lorsque tu sors d'une défaite, c'est particulier, tu vois, et les deux, sur leurs trois derniers combats, ils sont sur une défaite, donc forcément, ils auront à cœur de, tu vois, là, ils auront une motivation supplémentaire pour reprendre du verre, parce qu'on sait qu'avec l'UFC, voilà, ça peut être compliqué parfois, tu peux être cuté à tout moment, et voilà, c'est vrai que s'ils font pas de cadeau, comme t'as dit, pour rebondir là-dessus, Mika, tu sais, on voit beaucoup de critiques sur les dernières UFC Paris ou sur les contre-performances des Français, notamment Omar Sy récemment ou encore Manon Fiorot. Et il faut savoir une chose, c'était à l'époque du premier UFC Paris, par exemple, quand Benoît il prend Miranda. Benoît, à ce moment-là, je crois qu'il est son troisième combat à l'UFC. Donc forcément, il n'est pas encore dans les rankings. Il n'est pas encore haut placé. Donc forcément, euh, les, l'adversité, elle est moindre, tu vois. Et il faut comprendre que bah, plus tu avances dans les classements, plus voilà, ça devient dur. Donc c'est normal de voir, on va dire, des Français moins bien performés qu'ils ne le faisaient genre il y a 2 3 ans en arrière. Parce que ils montent dans les rankings, ils prennent du vert au départ. Après, forcément, bah, t'arrives dans le top 15 dans le top 20 bah, c'est plus compliqué, tu vois. Donc, c'est des critiques que j'ai beaucoup vu passer ces derniers temps. Et je crois qu'on en avait aussi parlé l'année dernière. Mais voilà, pour moi, ça paraît logique. Plus tu avances dans le jeu, bah, plus le niveau il est dur. Plus le niveau il est dur, bah, plus tu dois t'entraîner dur, faire les sacrifices pour. Et bah, parfois, justement, tu gagnes, mais avec, on va dire, tu gagnes, mais tu brilles pas. Donc, pour moi, c'est normal. Donc voilà. Je Ouais, crois qu'on je a. suis assez d'accord. Et surtout, je pense que l'UFC sont venus en France et voulaient s'implanter en France, c'est-à-dire qu'ils ont construit des stars. Et ensuite, bah, comme l'UFC aime faire, leurs stars, ça reste les Américains, donc Ouais. faut pas chercher les 14 heures. Après, juste une dernière petite touche. La semaine prochaine, un petit événement qui passe inaperçu, c'est l'UFC Fight Night. Jamal Hill contre Khalil Rountree, ça va être un beau combat. Common Event, Fiziev contre Bahamondes, ça va être aussi un beau combat. Et il y aura Curtis Blade contre Kuniev. Donc franchement, la main carte, elle est pas mal. Ouais. Et pour ceux qui avaient suivi, il y aura aussi Oral Bay contre la Moussaïef. Et Oral Bay, il avait fait un Fight of the Night de malade lors de son dernier combat. Donc je pense que le Fight Night de la semaine prochaine, c'est une carte que vous ne devez pas louper et je vous invite à la regarder. Ouais, je suis Voilà. désolé, je Pour- bats et j'ai pas pu tester entre les deux entraînements. Donc, je suis cuit. Et voilà, on a fait le tour, c'est l'essentiel. Et t'avais d'autres choses à rajouter, l'ancien? Non, mais c'est bon. Arrête de dire l'ancien. Excuse-moi, Mika. Sinon, je vais me faire taper sur les doigts parce que j'avais mis une boîte à questions. Il y a eu quelques questions. Donc, on va finir là-dessus. Vas-y. Euh, Alors, première question de NC Mediabox. Des infos sur le retour de Doumbé? Pas du tout. Mika, je sais pas si t'as. Mais bon, je pense pas. Ok, ramène. Aux dernières nouvelles, je crois qu'il faisait une émission qui s'appelle LOL. Et quand j'avais reçu Baki en interview, Baki lui il disait qu'il avait signé pour la revanche, mais maintenant qu'ils attendaient que le feu, entre guillemets, le feu vert aussi de Doumbé, enfin, qu'ils disent qu'il est prêt. Mais moi, je pense que ça pourrait se faire d'ici fin d'année. On est à peine à la moitié de l'année, donc peut-être en décembre, peut-être en novembre, à voir. Euh, donc après ce combat, bon après, pour être très honnête, en fait, c'est des questions on a répondu en fait indirectement dans l'épisode parce qu'il y avait des questions par rapport à Axel Sola. Est-ce qu'il a un menton trop fragile pour le haut niveau? Mika, Non, je pense pas qu'il a un menton trop fragile. Je vais répondre à cette question. Après, comme j'ai dit, je pense que, il a eu beaucoup de combats ces derniers temps et que les deux duns qu'il a pris contre Riles et contre Axel Sola doivent quand même alerter et doivent forcément faire en sorte que bah, il améliore d'une son anglaise ou ses peut-être ça défenses peut être d'anglais. aussi Mika dû au coaching, hein, si le coaching il est peut-être Et parfois trop voilà, dur, ouais. exactement, ça peut être lié au cutting et ça peut être lié au fait au surménage ou surentraînement. Bref, en tout cas, il faut vraiment qu'ils identifient ça et surtout qu'ils se ménagent
comme je disais, je pense que le plus important, c'est que quand il arrive dans les grosses orgas, il a un capital santé qui soit préservé. Ouais, Mika, question de Benjamin.lui51. Mika, il va continuer de pratiquer pour le kiff ou partir sur un autre sport. Déjà, il fait déjà du kitesurf et du paddle. Déjà. Exactement, bah voilà, tu as répondu à ma place, Ibi. Tu connais bien ma vie. Le kitesurf, bah malheureusement, je peux pas en faire tout le temps, mais c'est un vrai kiff. Ouais. Et le paddle, j'en fais un peu, mais je vais pas te mentir, je suis pas très très bon. Ouais, D'ailleurs, ça. s'il y a des profs de paddle sur la région parisienne, bah je suis preneur. Faites signe. Même question de Benjamin, lui, le meilleur poids lourd français, c'est toi, Cyril. Bah, évidemment que c'est Cyril. Après, quand moi je dis que je suis le meilleur poids lourd, je parle hors UFC, mais voilà, on va pas quand même inventer des choses. Il a l'UFC, il est presque à un combat du title shot, donc voilà, faut garder les choses à leur place. Et vu comme c'est parti avec John Jones, je pense même que c'est le prochain combattant qui Ouais, c'est quittera la possible. ceinture, hein. C'est possible. L'ARES redonne des questions de Bistras tiré du bas MMA. L'ARES redonne des bonus, tu as des infos? Non, on n'en a pas. Je sais pas si notre vidéo l'a fait réagir, mais jusqu'à présent, il n'y avait plus de bonus. Et la fois où Abubakar Yunusov il gagne par coup de retourné par KO, tu vois, par exemple, ça mérite un bonus. Il y a eu des belles performances aussi de Mustapha Diarraté, il n'y a pas eu de bonus, donc voilà, je ne sais pas, j'ai pas vraiment d'infos. Vous pouvez aller contacter directement le matchmaker ou les protagonistes sur Instagram, hein, ils sont pas difficiles à trouver, mais moi en tout cas je ne saurais vous donner d'autres infos. Pareil, Boulox, quand tu recombats, je suis aussi dans l'attente, j'espère à l'Adidas Arena en septembre, mais pour le moment il n'y a pas de confirmation. Et ça c'est pas une question, mais Gennaro. Inside qui me dit, Boulogne, c'est quand tu combats, tu fais un combat tous les 3 ans. Dites-vous que le premier à souffrir de la situation, c'est moi. Donc, Exactement. ouais, c'est pas. Mais après, voilà, il faut juste relativiser et avancer sur d'autres choses. Et une question de Kamal tiré du bas K45 qui me dit que tu es avec Nicolas Hoth et effectivement j'ai rejoint l'équipe de Nicolas Hoth là il y a très récemment. Ça fait un petit moment que j'avais quitté le Factory mais voilà il n'y a pas d'embrouille, il y a pas de mauvais termes. C'est juste que voilà les choses elles évoluent, chacun fait son chemin. Et voilà. Donc Mika je crois qu'on a fait le tour. Bah écoute, parfait. On se revoit très vite. Merci à tous, n'oubliez pas de vous abonner et restez Et merci. connectés. Salut à tous. Ciao, ciao.